Bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour le classement des œuvres Star Wars du canon. Voilà, on y reviendra après. Donc voilà, alors je tiens à le dire tout de suite, calmez-vous, hein. C'est une vidéo d'un trou de balle chez lui qui va dire ce qu'il aime bien et ce qu'il aime pas. Je vais spoiler comme un bâtard, Ouah, je préfère vous prévenir tout de suite. Il va y avoir que des spoils. Que des spoils. Ensuite, on se calme. Si je dis des choses qui blessent votre petit cœur, c'est pas grave. Insultez-moi derrière votre clavier si vous voulez, juste n'en faites pas un commentaire. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais essayer de rester Je vais essayer, franchement, d'être le plus objectif possible. Je sais que c'est impossible, l'objectivité totale, machin et tout. Mais je vais essayer de prendre des trucs factuels quand je dirais des trucs qui sont bien et des trucs qui sont pas bien. Même si je vais pas être factuel, je vais pas être objectif du tout sur trilogie originale et prélogie. Impossible. Bref. Donc voilà, on se détend. Je sais que c'est un sujet à chaque fois au secours. C'est la guerre sur les réseaux. Je ne parlerai pas de... Je me mets 2-3 petites règles hein, quand même, pour essayer de cadrer un peu, sinon la vidéo elle va faire 14 heures. Je vais pas parler de toutes les polémiques à chaque fois, surtout. Je vais essayer de me concentrer sur vraiment le produit dont on parlera à chaque fois. Donc, les petites catégories. Bon bah Neverwatched, ok. Le meilleur, bon, on va mettre ça l'élu. Le pire, Nick Taras. Ensuite, là on a du banger. On va mettre maître classe, voilà. Pour la masterclass. B pour bon. C pour meh, voilà. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une... Ouais, on va en mettre une autre. Tac. On va mettre voilà, en bleu, c'est bien. Merde, comment on fait? Voilà, tac. Et là, mais c'est moyen, on va dire mauvais. Voilà. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc là, j'ai vu que la tier list c'est à peu près rangé par ordre de sortie, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air d'être globalement ça. Donc on va le faire tout de suite. Young Jedi Adventure, voilà, jamais regardé. Voilà, c'est bon. Alors ensuite, un nouvel espoir. Bon bah un nouvel espoir, maître classe. Dinguerie absolue, révolution technologique quand c'est sorti, tout le monde a pété un plomb. C'était en 77, donc contrairement à ce que va penser Sitara et sa chère femme Sophia, je n'étais pas né. Voilà. Révolution, dinguerie, les musiques, Luc qui regarde les deux soleils, la musique de fou, c'est trop. La bataille de Yavin, la course-poursuite dans la tranchée de l'étoile noire, dinguerie. Le lore, le world building qu'ils ont fait quand ils sont chez Obi-Wan et qui lui dit en français, dans l'ancienne trad, enfin même dans la nouvelle encore je crois, qu'il dit ouais, la guerre noire et tout ça, en fait c'est The Clone Wars, machin, c'est une folie, une folie. La fin, quand ils sont dans le temple d'Yavin pour la remise des médailles, la musique de fou, la The Throne Room, oh là 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 là, oh, maître classe, maître classe. L'Empire contre-attaque, c'est bien évidemment l'élu. Il ne peut en être autrement. Ce film, c'est une dinguerie. De la première seconde, de l'apparition du logo, enfin tu sais, de la phrase il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, jusqu'au générique de fin, une dinguerie. C'est la bataille de Hoth, incroyable. Après, toute la partie dans le champ d'astéroïdes, incroyable. Bespid, incroyable. Dagobah, incroyable. La confrontation. Luke Vador, incroyable. Les punchlines de Yoda. Le mec, il ne parle qu'en punchline.
Au début, quand il se fait passer pour un clampin là, avec R2 pour lui voler un sneakers là. Oh là là. Et qu'après, tu vois, quand. Putain, c'est trop. C'est trop. Et hop, il parle à Luke, machin et tout. Après, Luke, il est dans sa petite hutte et qui se cogne la tête quand il entend Obi-Wan qui parle et tout. Il fait si, ouais, il a raison, je suis prêt. Et boum, il se cogne la tête. Et là, tu vois que Yoda, c'est bon, il a fini de jauger. Il se met en vrai maître Jedi. Qui es-tu Je sais plus comment il lui dit là, mais 800 ans que j'entraîne des Jedi. Qui es-tu toi pour savoir, machin je sais. Oh, c'est trop, c'est trop. L'Empire contre-attaque, masterclass. Bon, les 6. Enfin, masterclass. L'élu, je suis un ouf. Les 6 premiers, ça va être assez consensuel. Retour du Jedi, maître classe. Un délire. Ah oui, je vais essayer. Ah oui, je m'ajoute nouvelle règle. J'essaie de trouver un truc négatif quand je juge les œuvres positives et l'inverse, un truc positif quand je vais mettre dans les trucs négatifs. Un nouvel espoir, truc négatif. Ah, ça va être nul, hein. Mais il faut que j'en trouve. La VF de Vador, je crois que c'est pas encore Georges Aminel. Elle est moins grotesque, moins emblématique que ensuite. Voilà, c'est nul. Hein. L'Empire contre-attaque. Voilà. Le retour du Jedi, les Ewoks. Il y a une scène ou deux où un peu la gênance quand même, hein, avec les niam niam. L'enfer. Donc le retour du Jedi. Incroyable, hein, maître classe. Alors, le début. Quand Vador il arrive sur la nouvelle étoile, sur le chantier de la nouvelle étoile noire, enfin de l'étoile de la mort 2, et qui parle à, je crois que c'est Gergérod, l'officier impérial, et qui lui dit c'est dans votre intérêt, l'empereur n'est pas aussi indulgent que moi. Alors qu'on a vu Vador étrangler à mort des mecs pour une mauvaise décision, quoi. Ça pose l'empereur vraiment à un level de ouf. Déjà, tu sais, dans le 5, quand on voit que Vador, il extermine Luke en 5 minutes, qu'il s'amuse avec, vraiment comme la dernière des merdes, et qu'il s'agenouille devant l'empereur, c'est là, mais franchement, tu te dis, l'empereur, mais c'est quoi la puissance de ce gars? Et quelle dinguerie, le retour du Jedi. Déjà, la première partie sur Tatooine, quand Luke il va chercher Anne et Leia, le mec il arrive, on voit qu'il a passé un cap depuis l'Empire contre-attaque. Il se tient droit, Jedi, posé, calme, réfléchi, que des punchlines et tout. Moi, non, c'est trop. Jabba, énorme personnage là quand il lâche des gros chota. Beau gosse, on kiffe. Et après, alors là, mais tout le film, c'est une dinguerie. Je vais faire tout le film. Mais alors, parmi les scènes qui sont dans mon top 10 de toutes les scènes de la saga Star Wars, de la licence Star Wars, à la fin, quand Vador, il est sur le point de mourir, il est à l'agonie, et qui dit, qui parle à Luke, et que Luke il fait, je peux pas vous abandonner, je dois vous sauver. Et que là, Vador il lui dit, mais tu l'as déjà fait. Non, c'est trop. Ça, c'est pour. Ça, vous voyez, c'est pour me finir. Voilà. Après, dinguerie. Donc ensuite, la menace fantôme. Maître classe. Je sais qu'il y en a plein qui lui chient dessus. Il y en a plein qui ont une haine de ouf contre lui. Moi, je kiffe de ouf. C'est pas le premier que j'ai vu. Je crois que le premier, c'est Un Nouvel Espoir. La menace fantôme, incroyable. Il y en a plein qui ont chié sur les midi-chloriens. D'ailleurs, j'ai jamais compris. Le midi-chlorien, c'est juste pour expliquer que ton hypothétique sensibilité à la force. Tu vois, si tu t'entraînes, enfin, si t'en es conscient et que tu deviens un Jedi ou un utilisateur de la force, quoi. Ils s'enlèvent le côté mystique et tout. C'est bon. Mais je juge pas. Ici, on est pour la paix entre les gens, ok? On se calme. Donc voilà, giga stylé. Alors, faut voir comment j'ai hurlé la première fois que j'ai vu Dark Maul dégainer son double sabre. Parce que dans le film, on le voit plusieurs fois se taper contre Qui-Gon, il sort son sabre et tout ça, mais que un seul côté. Et alors sur Naboo, quand la porte s'ouvre, la musique Duel of the Fate, il dégaine un sabre, enfin une lame, il dégaine la deuxième lame, ouais, j'ai pété mon crâne. Je vous le dis, hein, j'ai pété mon crâne.
J'avais quel âge en 99? Mais je crois que je l'ai pas vu en 99. J'ai dû le voir en 2000, un truc comme ça. J'avais la VHS et tout. Je m'en souviens, hein. Ça fait plus de... Ça fait quasiment 25 ans. Si t'as... Ferme ton yep, je suis pas si vieux. J'ai pas encore 30 ans. Ok. Ok. Donc ça fait un peu moins de 25 ans. Je m'en souviens, je me souviens de la première fois que j'ai vu La Menace Fantôme. Incroyable. Enfin, je me souviens de la première fois que j'ai vu globalement les Star Wars. L'attaque des clones, c'est une maître classe aussi. C'est une maître classe. Ah oui, truc négatif sur La Menace Fantôme. La scène, à la fin, là, quand il y a les... Quand il y a en quinconce les 4 batailles. Donc, Qui-Gon Obi-Wan contre Maul. Amidala qui essaie de reprendre, qui essaie d'accéder à la salle de, enfin, qui essaie d'accéder au vice-roi de la Fédération. Les Gungans qui se tapent contre les droïdes. Et du coup, la quatrième, bah, c'est Anakin qui est dans le petit chasseur Naboo pour aller dans la bataille spatiale sur le vaisseau mère, le vaisseau de commande droïde. Point négatif, la partie avec Anakin, il me vénère à chaque fois qu'il fait ces petites phrases de connard. Ouais, on part en vrille, c'est le coup classique. Ah, je sais que c'est dur, mais faut que tu t'accroches. Mais ta gueule, Anakin, ta gueule. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, attaque des clones. Bah, dinguerie. Le combat Obi-Wan, Jango Fett sur Kamino, folie. Mace Windu, Jango Fett, là, la mise à mort, folie. Geonosis, une folie. Mais une folie. Le début sur Coruscant, là, avec la course-poursuite à travers la ville. Folie. Après ça se termine dans le bar, l'espèce de... un mix entre un bar et un casino là. Avec l'autre qui lui vend, qui veut refourguer de la drogue à Obi-Wan et tu ne vends pas de bâton de la mort. Je ne vends pas de bâton de la mort. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Dinguerie. Dinguerie. On voit le quotidien des Jedi. Les mecs ils se baladent, ils guérissent des gens. Un délire. C'est trop. Le comte Dooku, mais quel flow. Christopher Lee. Mais excuse-nous, le mec, c'est la définition du charisme. C'est incroyable. Incroyable. Avec le sabre, avec la garde courbée et tout. Non, c'est trop. Christopher Lee. Tu nous manques. Tu nous manques, Christopher. Une dinguerie. Le combat à la fin contre Yoda. Mais incroyable. Au début, il se balance que des fions avec la force et tout. Ça se balance des petits rochers, ensuite des plus gros rochers, ensuite il lui balance un énorme truc, après des gros éclairs de force, Yoda qui met un bouclier, bam, il renvoie les éclairs. C'était son apprenti, il l'a formé pendant je sais pas combien d'années, c'était un des plus grands duellistes, un des plus grands Jedi de son temps. Le mec, il se fait gronder par Yoda. Il dit, puissant tu es devenu, mais encore beaucoup il te reste à apprendre. Oh la fessée. Oh la fessée. Et après, Yoda, il le domine. Ils font un jeu assez égal, mais tu vois que Yoda gagne, à tel point que l'autre, il panique, entre guillemets. Il doit faire une diversion en menaçant de tuer Anakin et Obi-Wan. Non, c'est trop. C'est trop. Padmé. On n'en parle pas assez de Padmé, mais dans le 1, elle a 14 ans. 14 ans, elle prend le flingue à la main. Elle va se taper contre des droïdes. Et non, c'est trop. Mais Padmé, giga Chades. Dans le 2, Padmé, giga Chades. Elle va se taper... En ayant croque-top, elle prend son flingue, elle va niquer des races. Non, Padmé, dinguerie. Dans la trilogie originale, Leia, dinguerie, ils vont la sauver dans le 4 sur l'étoile noire. C'est elle qui prend les choses en main, elle prend le flingue, bam bam bam, elle tire partout, c'est elle qui prend les commandes, elle venait, on y va. Quelle est cette douce fragrance que vous nous proposez, princesse, dans le compacteur à ordures? On se rappelle, énorme scène, le compacteur à ordures. Un délire. Bon, l'attaque des clones, voilà. J'ai dit le négatif de l'attaque des clones? Est-ce que j'ai dit le négatif? Je sais plus. Merde, je sais plus. Je crois pas que je l'ai dit. Alors, côté négatif que je pourrais trouver à l'attaque des clones. Quand Padmé et Anakin ils flirtent là, et qu'ils sont devant le feu et que on n'aurait pas dû s'embrasser, non, on peut pas, machin. L'autre, elle y va en tenue pour exploser les hormones d'Anakin. Moyen ton plan, Padmé. Mais on va pas garder ça si on va dire que je suis un incel. Parce qu'on va dire, ah t'as vu, il dit que c'est la faute de Padmé. Non, c'est pas sa faute, laissez-moi, j'ai pas dit ça. Non, on va dire quand le comte Dooku, il révèle à Obi-Wan prisonnier, que il lui dit la vérité. Hein. Le Sénat est contrôlé par un seigneur Sith. Je trouve ça particulier quand même qu'il y ait même pas, genre juste, c'est même en sous-texte, hein,
une intrigue, une enquête des Jedi sur ça, tu sais, histoire de vérifier quoi. Au cas où, au cas où. Bon, voilà, il dit quand même la vérité, les Jedi, ils en ont rien à foutre. La revanche des Sith. Oui, messieurs, dames. Oui. L'élu, il y en a deux. Pour reprendre un terme de FDP, je parle pas des gens qui aiment. On se calme. C'est une diade avec l'Empire contre-attaque. La revanche des Sith. Comme l'Empire contre-attaque. Hein. Je n'arrive pas à compter le nombre de saltos que ces films m'ont fait faire. Mais des... Wesh. Pareil, du début à la fin. Dinguerie. 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 C'est indescriptible à quel point c'est une dinguerie qu'on est perpétuelle. L'intro. Oh, l'intro de la revanche des Sith. Ils arrivent, tu vois, avec les vaisseaux, tac tac, gentiment, boum boum boum, ils font leur vrille, là, et bah, théâtre de bataille de ouf, incroyable. Kashyyyk, incroyable. L'ordre 66. Incroyable. Le combat Vador Obi-Wan. Oh là 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 là. Ah là là, incroyable, c'est trop, c'est trop. Le discours avant le combat là, voilà. Oh, c'est trop. Apporter la, je sais plus quand il y a la paix, la sécurité à mon nouvel empire. Ton nouvel empire. Je suis lié à la démocratie. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Seuls les Sith sont aussi absolus. Je ferai ce que j'ai à faire. Tu essaieras. C'est trop. C'est trop. Ah putain, je suis en train de me chauffer, je vais lancer un film Star Wars après la vidéo là, je le sens. Je le sens. Alors côté... Oh les musiques. Oh les musiques. C'est trop là. Ah, Battle of the Heroes. Oh là. Vous avez vu l'accent anglais. Hein. Dinguerie à la fin quand il lui sectionne les jambes. Oh, tu étais l'élu, c'était toi. Ah c'est trop. C'est trop. Oh j'en ai rien à foutre, je le regarde après la vidéo, j'en ai rien à foutre. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas regardé, genre 3 semaines, j'en ai rien à foutre, je le regarde. Et après, oh la première respiration de Vador quand il met le masque, tac tac tac, il n'y a plus aucune musique, tu vois le petit verrou là de l'armure là. Oh c'est trop, je l'ai super mal fait. Mais c'est trop, la naissance de Luke et Leia, en même temps, là, le miroir, la naissance de Luke et Leia, donc Luke, le nouvel espoir, et en même temps la naissance de Vador tel qu'on le connaît dans son armure, le fossoyeur de l'ordre Jedi, entre guillemets. Oh, c'est trop. Ah, c'est trop. Grievous, un flot, Grievous. Oh là là. Et alors, la prélogie, à chaque fois, tu vois que l'antagoniste de chaque film, c'est une partie de ce que devient, de ce quoi est constitué Vador. Tu vois, bah, Grievous, c'est robotisé, machine. Dark Tyrannus, le comte Dooku, bah, c'est un ancien, c'est un Jedi qui a sombré, quoi, qui a été déchu, qui s'est tourné vers le côté obscur. Dark Maul, bah, c'est une machine à tuer, c'est vraiment l'incarnation de la peur, quoi. Quand tu as Vador et Maul, tu te chies dessus. Hein. C'est trop. Non, c'est trop. C'est trop dingue. Côté, alors oui, truc négatif. Ça va pas être ça. Ah oui, vraiment, je pinaille. Le combat Mace Windu Palpatine. Il y a 2-3 moves de Palpatine où on voit que l'acteur c'est pas un épéiste. Hein. Quand il prend son sabre, il fait des comme ça. Il y a 2-3 moves, c'était pas ouf. Le combat Yoda Palpatine, il y a pas ça. Mais Windu Palpatine, tu sens que je sais pas si c'était parce que fallait faire montrer qu'il s'auto-bridait. Mais il y a 2-3 moves un peu de pépère quoi. Mais sinon à part ça, et vous voyez à quel point je pinaille. Hein. Bon, dinguerie. Ouais, Palpatine. Dinguerie, c'est trop. Mais c'est trop. Anakin, son move quand il arrive sur Mustafar pour buter les séparatistes, et qu'il y a un droïde derrière lui qui tire dessus, et qui fait la vraie avec le sabre pour le stopper sans le regarder. Il se tourne vers la caméra, tu vois l'œil jaune, il est complètement corrompu. Après, quand il a fini sa basse besogne,
et qu'il attend sur Mustafar, tu le vois qui pleure, ses yeux ils sont redevenus normaux, et que ses yeux ils redeviennent Sith, enfin les yeux de Sith, au moment où il est en train d'hurler je te hais à Obi-Wan quand il est en train de cramer. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Voilà. Allez, Clone Wars. Alors Clone Wars, c'est un peu particulier. Je vais noter, je vais mettre dans une case. Je vais mettre par rapport à la globalité de la série. Parce qu'il y a des. C'est vrai, il y a vraiment des trucs en dents de scie dans The Clone Wars. Il y a des arcs, ouais, on souffle. Hein. L'arc Jar Jar, il trouve une meuf ou je sais pas quoi là, je m'en souviens plus de tout. Au secours, au secours, au secours. Par contre, il y a des arcs, genre l'arc Umbara avec le général Ponkrell, ou alors le dernier arc de la série avec le siège de Mandalore. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Dinguerie. Mais vu qu'il y a tellement une dent de scie de ouf, surtout dans les 2 premières saisons, parce qu'après ça va mieux. Franchement, après ça va mieux. Mais alors, je vais le mettre là. Je vais le mettre là pour pas le mettre au même niveau que les films. Mais vraiment très très lourde série. Hein. Il y a quelques arcs où vraiment on souffle. Et il y a un truc, moi, qui me gêne un peu quand même dans le canon par rapport à ce qu'il y avait dans le Légende, c'est que le fonctionnement du pourquoi l'Ordre 66 se fait au niveau des clones, dans le canon, c'est une puce qu'ils ont tous implantés en eux dans le cerveau. Et quand il y a la directive exécuter l'Ordre 66, la puce, elle les fait vriller, tac, c'est des machines, quoi. Ils font leur truc. Il y a, bon, dans la série, il y a quelques clones qui n'exécutent pas l'Ordre 66 pour diverses raisons. Mais dans le Légende, et là j'appelle tous les experts du Légende, parce que je vais peut-être dire beaucoup de conneries dans cette vidéo. Hein. Tout fonctionne à la mémoire. Mais dans le Légende, l'Ordre 66, il n'y a pas de délire de puce. C'est que ils le font volontairement, quoi. On leur dit exécute les ordres. Bon bah là ils réfléchissent pas, ils exécutent les ordres, quoi. Mais c'est volontaire. Ils suivent les ordres. Donc du coup ça rend le truc plus violent, je trouve. L'Ordre 66 dans le Légende que dans le canon. Mais voilà. Bon. C'est deux visions qui s'opposent, quoi. Il y a tout le côté mandalorien dans le canon qui a été un peu retravaillé, parce qu'avant c'était vachement comment elle s'appelle, c'était pas Claudia Gray, c'était c'était Karen Travis, je crois, qui avait organisé tout le lore autour des Mandaloriens, qui avait écrit leur langue et tout ça, tout était vachement plus bresson, je trouve, un peu plus son, un peu plus mature, plus hardcore. Et dans le canon, donc c'est avec Dave Filoni qui a retravaillé tout ça. Je trouve que c'est moins le côté mandalorien, les clones et tout. Il y a moins de, c'est moins hardcore, quoi. Je trouve je préfère un peu le côté mandalorien légende. Bon, globalement, je préfère légende au canon. Mais bon, voilà. Donc voilà pour Star Wars The Clone Wars. Il n'y aura pas Star Wars Clone Wars de Ratakovsky, parce que là c'est globalement tout ce qui est canonique. Et la première série Clone Wars, elle est plus canonique. Ah oui, un truc aussi que je trouve, c'est dommage. C'est pas un défaut, mais c'est dommage, je trouve. Dans Clone Wars, en fait, Ahsoka, je trouve que c'est un perso de ouf. On en reparlera dans sa série, là, qui est là. Je trouve que c'est un perso de ouf qui est extrêmement pète-couille. Dans les premières saisons, j'avais vraiment envie de tarter la tronche du matin au soir. Mais ça va mieux. Après, à partir de la saison 2-3, et alors vraiment la saison 5 à la fin où elle quitte l'ordre et tout, non, dinguerie, cet arc incroyable. Mais alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils en ont fait l'apprenti d'Anakin, et pas l'apprenti d'Obi-Wan, la deuxième apprenti d'Obi-Wan. Parce qu'en gros, oui, ils ont voulu responsabiliser Anakin, c'est ça l'excuse. Mais en fait, vu que la série The Clone Wars, elle est sortie après la Revanche des Sith, quand on voit l'importance qu'a pris Ahsoka dans The Clone Wars, je trouve ça fou, tu vois, mais c'est parce que ça a été fait a posteriori. Revanche des Sith, c'est 2005, Clone Wars 2008 à 2014, et 2020 pour la saison 7, ou 2021, je sais plus. Avec l'importance qu'elle a pour Anakin, en fait, ça fait bizarre, du coup, qu'elle soit pas dans la Revanche des Sith.
Tu vois, au niveau de la cohérence, quand tu le vois basculer et que tu vois toutes ces attaches sauter petit à petit, c'est ouf qu'elle y soit pas, tu vois. Donc c'est ça le problème de faire des trucs qui du coup ont un impact sur des œuvres qui sont déjà finies avant, tu vois. Mais bon, voilà, je pinaille. Star Wars Rebels, alors là, maître classe. Rebels, incroyable. Au début, j'avais du mal sur les dégaines des sabres laser, là, ultra fins. Mais du coup, c'était un peu pour rendre hommage au sabre laser dans l'épisode 4, quoi. D'avoir vraiment, au tout début, quand ils étaient fins et que la technologie faisait qu'ils apparaissaient pas comme assez épais, comme dans la prélogie. Au début, j'avais un peu de mal sur ce truc-là. Mais bon, ça a été rapidement terminé, hein. La saison 1, tu vois que les premiers épisodes, ça met en place les trucs, c'est gentillé. Alors, dès la fin de la saison 1, l'épilogue de la saison 1, quand tu vois que l'agent Calus, il parle avec Tarkin, ouais, c'est ça. Et que Tarkin, il dit, ouais, l'empereur a envoyé, je sais plus comment je sais plus le terme qu'il emploie, mais en gros, l'empereur a envoyé un élément spécial. T'as la navette qui s'ouvre, et juste t'entends la respiration de Vador, et tu le vois débarquer. Et à la fin, il avance vers la caméra, et c'est son casque. Quand son casque touche la caméra, la série se termine. T'as le générique, sauf que le générique, au lieu de mettre la musique, là, c'est juste la respiration de Vador. Non, incroyable. La saison 2, ça commence instantanément. Vador qui va chercher Kanan, Ezra, enfin les Phoenix, pour les confronter. Et alors, oh, la confrontation avec Vador au début de la saison 2. Oh, comment c'est lourd. Tu vois la puissance du type. C'est incroyable. C'est vraiment trop stylé. Le mec, tu vois, Kanan, il dit, ouais, genre l'air s'est refroidi, quoi. L'air se gèle. C'est incroyable. Ils lui font tomber un espèce de TRTT dessus. Ouais, TRTT TRTT ou TBTT? Bref, le bipède. Les bipèdes comme sur Endor. Et Claude, il le soulève avec la force entouré de flammes. Et... oh, c'est trop. Et après, Ahsoka qui découvre son identité à la fin de la saison 2, que le combat Ahsoka Vador. Oh, 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 c'est trop. À la fin, quand elle lui ouvre le casque, et que tu vois, il y a le mélange. Ça, ils l'ont repris dans la série Obi-Wan. Quand il y a le mélange des voix entre Anakin et Vador, et que. Oh, c'est trop. Qu'est-ce que tu fais, toi, le menu? Casse-toi. Oh, c'est trop. Saison 3 et 4, le Grand Amiral Thrawn. J'essaie de me calmer parce que je sais ce qui va arriver dans la suite de la vidéo. Le Grand Amiral Thrawn. Mais quel flow. Mon perso préféré de l'univers étendu à ce jour. J'ai pas encore tout lu, hein, de l'univers étendu, mais pour l'instant, perso préféré. En fond d'écran depuis 8 ans. Une dinguerie. Son thème musical de Rebels. Avant, j'avais une appli sur le téléphone qui faisait des stats sur ta musique et tout. Je l'avais écouté plus de 2500 fois d'affilée. Je n'ai écouté que cette musique 2500 fois d'affilée. Elle m'a fait vriller. Genre, le personnage, c'est trop. Je suis un Yankee de Throne. C'est pour ça que quand on va parler d'Ashoka, on y reviendra. Mais alors, l'amiral Thrawn, une singerie, une folie, une médiclorie. C'est trop. Je peux pas vous décrire. Comme dirait. Alors, la meilleure description, je vais reprendre des éléments de Captain Tabouret, donc confrère youtubeur. Je l'ai plus en entier, mais il avait dit c'est un mélange entre Sherlock Holmes, non, c'est Link the Sun qui avait dit ça, je sais plus. Bref, on s'en fout. On s'en fout parce que du coup, je vais prêter des propos à des gens qui les ont pas tenus. Un mélange entre Sherlock Holmes mais pas gentil. Il est du côté de l'Empire, mais pas par fanatisme. Le mec, il est pragmatique, c'est un espèce de Sherlock Holmes, il analyse tout. Il a toujours 12 coups d'avance sur tout le monde parce qu'en fait, il étudie, pour ceux qui connaissent pas le perso, en fait, il étudie tous les traits de caractéristiques de tous les individus, les espèces, les ethnies et tout ça. Il étudie leur civilisation, leur histoire, leur culture, leur art,
leur science et tout ça, pour tout connaître d'eux, afin de mieux les contrer quand il a affaire à eux. Ou pour mieux les manipuler quand il a besoin de les manipuler. Par exemple, dans le Légende, donc lui, il a la trilogie La Croisade Noire du Jedi Fou, avec le premier tome qui s'appelle L'Héritier de l'Empire. Ça se passe 5 ans après l'épisode 6. Et Thrawn, qui était dans les régions inconnues, perdu dans les régions dans les régions inconnues, il revient. Je crois qu'il est grand amiral, c'est de la 8ème flotte. Donc il revient. Et la scène d'ouverture, il y a une escadrille de la Nouvelle République qui va pour les niquer, les interpeller, tout ça. Donc lui, il envoie des premiers chasseurs-taille en éclaireur. Il voit comment agit le chef d'escadron de la Nouvelle République. En voyant les manœuvres que le chef fait, il déduit son espèce et tout de suite, il met en place un plan dont il sait que cette espèce ne pourra pas le contrer. Du coup, il déglingue l'escadrille en 3 minutes avec 4 vaisseaux. Voilà. Avec 4 chasseurs taille. Et il fait ça tout le temps. Il prévoit tout. Il prévoit tout. Et il perd à la fin de la trilogie. Parce qu'il est vaincu parce que il y a en fait, il y a un élément qu'il n'a pas pu prévoir et qu'il n'a pas pu pressentir, parce que c'était un truc qu'il n'a pas pu apprendre. Donc c'est le seul truc qui était imprévisible pour lui, c'est ça qui lui a coûté la victoire. En plus, il a trop stylé. Je vous ai dit, je spoil, il est mort, mais de manière trop stylée. Où il est assis sur, quand il le découvre, en fait, il s'est fait planter par un de ses gardes du corps, d'une espèce qu'on appelle les Nogri, qu'on voit dans la série Rebels, mais un peu changé, genre un peu lissé, je trouve. Et en fait, quand il rentre dans la salle du trône, je crois qu'il est assis sur, si je me souviens bien, hein, la description, il est assis sur son siège de commandement, voilà, assis comme le grand amiral qu'il est, juste avec un trait de sang au niveau du cœur. Il est mort comme ça à sa place d'amiral. C'est trop stylé. Et pour vous dire à quel point le perso il impacte dans Star Wars. Donc là, ce que je vous ai dit, la trilogie, la croisade noire du Jedi Fou, avec le Jedi Jory Seabout, ça se passe en l'an 9. Il y a une duologie sur le retour de trône qui se passe en l'an, si je dis pas de conneries, 19 ou 20. Donc c'est Vision du passé et... Non, Spectre du passé et Vision de l'avenir. Je crois que c'est ça les titres. Donc c'est avec Luke et Marajad. Et à un moment donné, il y a une espèce de spéculation sur le retour de Trône. Il y a Trône est de retour. Bon là, ça par contre je vais pas le spoiler parce qu'il y a un peu un mini twist qu'on sait, bon pas longtemps après le début, mais voilà. Parce que Luke, il sait que Thrawn est mort 10 ans plus tôt. Mais le perso a tellement une aura sur les manœuvres et tout, que même mort depuis 10 ans, à un moment donné, Luke Skywalker, donc là, le mec est quasiment à son prime, c'est vraiment un Jedi de ouf. Il doute. Luke doute qu'il a bien vu, qu'il sait que Thrawn est mort, tu vois. Il en est à douter, il veut pas croire que c'est réel. Non, c'est une dinguerie. Donc Rebels, incroyable. Alors, et là je vais le dire, Kanan Jarrus, t'es vraiment le GOAT que tu penses être. Ce personnage, donc de son vrai nom Caleb Doom, incroyable Kanan Jarrus. Donc Kanan Jarrus, c'est celui qu'on voit là. Le deuxième en partant de la gauche. Son move dans la saison 4 sur les sphères de carburant, là ça je le spoil pas. Ceux qui savent, ceux qui sachent même, je vais même le dire, ceux qui sachent. Move dans le top 5 de tous les moves de Jedi de la licence Star Wars. Incroyable. Non, c'est trop. C'est une dinguerie. Avec la musique, non, c'est trop. Kanan, t'es le GOAT. Ezra, dans la saison 1, t'as un peu le syndrome Ahsoka, mais après, quel beau gosse. Oh, trop stylé. Chopper, un délire. C'est incroyable comme droïde. Garazeb, Garazeb qui a un skin, donc c'est un Lazat. Son design, c'était le design originel qui était pensé pour Chewbacca, pour les Wookiees. Donc il n'a pas été retenu, ça est devenu un peu la bête à poil comme ça. Mais le design original des Wookiees, c'était comme celui de Garazeb. Hera, incroyable comme perso. Sabine, très très bon perso. Et on en reparlera dans la série Ahsoka. Hein? Parce qu'Ahsoka, en fait, c'est Rebels saison 5. Hein. C'est vraiment ça. Donc voilà, on va commencer à passer à ce qui fâche. The Force Awakens.
Donc le réveil de la force. Comment dire? De la postlogie, c'est le moins pire, je trouve. Mais maintenant que la postlogie est finie, bon bah... Vraiment, hein, là je fais un effort. Je vais pas tous les mettre dans Nick Taras. Donc lui je vais le mettre en mai. Je vais le mettre en mai. Parce que bon... On va dire que c'est un remake pseudo-déguisé de l'épisode 4, ok, voilà. Il y a plein de trucs qui me gênent. Mais c'était pas si grave quand il y avait que le 7, parce que ça aurait pu être résolu dans le 8 et le 9. Mais alors, maintenant qu'il y a le 8 et le 9, ça rend le 7 débile. Par exemple, ouais, Luke Skywalker a disparu, c'est le seul qui peut s'interposer face au Premier Ordre, il faut retrouver le dernier Jedi. Bon, l'épisode 9, il commence, un moment, flashback, Leia, Luke s'affrontent, Leia encule Luke en 15 secondes, à peine. Bon, bah, c'est bon, elle a été formée, et même si elle a arrêté sa formation parce qu'elle était enceinte, et qu'après elle s'est concentrée et sur Ben et sur la République, bah c'est bon. Sa formation, je pense qu'on peut dire qu'elle est assez avancée à tel point qu'elle nique Luke Skywalker en combat singulier quand même. En 15 secondes. Bon bah c'est bon, Leia peut s'interposer. Quoi d'autre? Alors il y en a plein par exemple qui mettent dans le négatif, moi je comprends pas. Franchement c'est pas un point négatif pour moi. Kylo, quand il retire son masque, c'est ridicule, il a un gros nez, il a pas une tête de méchant. Ben on s'en branle. Le comte Dooku, il a pas une tête de méchant, on dirait un gentil papy. Ouais, il est bien brossé, barbe nickel au carré. Il a pas une tête de méchant, Dooku. Pourtant, c'est un méchant. Ouais, donc tous ceux qui chient sur le physique de Kylo Ren, ouais, ok. Bah, c'est bien. Moi, je trouve que... De la postlogie, je trouve que c'est le meilleur nouveau personnage. Par contre, donc ce qui me gêne un peu maintenant que la postlogie est finie, bah mais pour moi, ce sont des dingueries qu'ils ont fait. C'est les mecs, ils ont acheté Star Wars pour 4 milliards de dollars. Ils ont balancé des centaines de millions dans chacun des 3 films. Et il n'y en a pas un qui s'est dit, si l'héroïne déglingue l'antagoniste dès le premier film, et qu'on laisse Kylo Ren en antagoniste, bah ça va pas être crédible. Ils l'ont fait. Kylo Ren se fait fumer dans le 7, il se fait fumer dans le 8, il se fait fumer dans le 9. Arrêtez d'en faire l'antagoniste principal de vos films. Bon, dans le 9, ils vont dire, oui, c'est Palpatine. On va y venir. On va y venir, vous inquiétez pas. Donc voilà, le 7, je le mets en mai. Voilà. C'est le moins pire de la postlogie. Mais bon, bon. Ils avaient déjà amorcé, dès le premier film, la dégringolada de Finn. Au début, tu vois Stormtrooper du Premier Ordre, avec le sang sur le casque. Le mec, il a des remords, machin. Il refuse d'exécuter les civils. Il fait un peu le chemin de rédemption. Bon, dès la fin du premier film, en fait, je suis éboueur. Mais pourquoi vous faites pas ça? Et le mec, il s'excite, machin. Ah, bon. Pas ouf. Je comprends pas comment les éboueurs peuvent être Stormtroopers, quoi. Genre des Stormtroopers envoyés en première ligne. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Voilà, bon, on n'ira pas plus loin. Alors, côté positif, j'ai dit, je dirais. Le thème de Kylo Ren, extrêmement stylé. Même la postlogie, les points positifs qu'on peut tirer pour quasiment chaque épisode, c'est la musique. Dans le 7, le thème de Kylo Ren, et à la fin, quand elle arrive sur Acto et qu'elle monte les marches, c'est The Jedi Steps. Non, les musiques, c'est validé. C'est validé. Il y en a moins qui sont mémorables que dans les autres films, mais quand même, il y en a qui sont incroyables. Le thème de Kylo Ren, très gros banger. Rogue One. Masterclass. Masterclass. C'est incroyable. C'est un film de guerre avec un skin Star Wars. C'est incroyable. La première fois que je l'ai vu, la scène de fin avec Vador,
J'ai été stun, mais facile pendant 5-6 minutes. Hein. Après, il y a le générique et tout, j'ai pas bougé pendant 5-6 minutes. Il y avait Sita à ma gauche. Son genou s'en souvient, j'ai failli lui péter la rotule en serrant tellement je trouvais ça stylé. Pour pas gueuler. Et on se tenait comme des Yankees. Incroyable. Rogue One, incroyable. Et la quand Vador, il est dans le couloir à la fin, là, où il nique tout le monde, incroyable. Les persos, je les trouve tous, mais vraiment tous stylés dans le crew Rogue One. Body Rook. Cassian. Quand on va parler de ta série, t'inquiète pas. K2SO. Chirrut, c'est Chirrut Imwe. Et Baze Malbus. Un duo de fou, mais de fou. Incroyable. Non, c'est trop stylé. Franchement, Rogue One, incroyable. Le directeur Krennic et Tarkin qui s'envoient des fions. La mise à l'échelle qu'on voit où on voit des chasseurs taille, après on voit un destroyer et après on voit l'étoile noire. Oh, c'est trop stylé. Quand on voit l'étoile noire qui tire et la déflagration qu'il y a quand ils font leur tir de test et que tu vois c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire qu'en gros. Oh là là, mais c'est c'est trop. Rogue One, c'est une dinguerie de ouf. Oh, c'est une singerie. Que dire? Alors, côté négatif... Faut que je trouve un point négatif. Pas simple. Hein. Jyn Erso, c'est peut-être le personnage le moins charismatique du film, entre guillemets. Ah oui, par contre, ouais, voilà, je pinaille, hein, c'est vraiment pour trouver un point négatif pour faire chier. Mais voilà. Par contre, il y a les gens qui ont dit un truc négatif. Alors quand je trouve pas du tout que c'est négatif. Enfin, ils ont dit que c'était une incohérence, mais je trouve pas. Quand ils disent oui... Pourquoi Galen Erso, il dit pas dans l'hologramme qui est destiné à sa fille, directement quel est le point faible de l'étoile noire, pourquoi il l'a codé, transcodé dans un dossier sur Scarif. Les gars, je sais pas, peut-être qu'il est surveillé à tout hasard, Galen Erso. Peut-être. Hein, peut-être qu'il essaie de pas révéler ce qu'il sait, parce que s'il dit... dans sa transmission. Ouais, Jyn, alors envoie 2 torpilles dans le conduit de ventilation. Bah, si le message est intercepté, bah, le point faible va être trouvé et il va être neutralisé. Alors que là, même si le message est intercepté, ou le messager, bah, vu qu'il n'y a que des noms de code, la nébuleuse, machin, et un, bah, ils savent qu'il y a un point faible, mais ils savent pas ce que c'est. Donc ils peuvent pas le résoudre. Bref. Voilà. Alors maintenant, The Last Jedi. Quand il est sorti... Alors, pour vous dire à quel point je suis pas un rageux. Le 7, je suis allé le voir... lapsus. Le 7, je suis allé le voir 3 ou 4 fois quand il est sorti. Rogue One, pareil. Le 8, pareil. En fait, tant qu'il n'y avait pas le 9, il y avait des trucs qui me gênaient de ouf. Mais tant qu'il n'y avait pas le 9, bah, il y avait l'espoir du 9, tu vois. Bon, le 9, on arrive, t'inquiète pas. Du coup, je vais le mettre là. Parce que pour moi, il y a... Maintenant qu'en plus le 9 est fini et que du coup, c'est pas rattrapé. Mais il y a des dingueries. Mais au secours. Au secours. Alors déjà, première dinguerie par ordre chronologique. Le fait que Hux soit bouffonné comme il l'est dans le 8... incroyable. Dans le 7, le mec, c'est un leader militaire très fanatisé. Il est effrayant par sa psychopathie, quoi. Dans le 8, bah, dès le début, oui, j'ai des origines du Nord et de l'Est, donc les 8, les HUI, les OUI, je les dis particulièrement, c'est bon. Ne soyez pas choqués. Au début de l'épisode entre le 7 et le 9, à partir de là, ça devient un trou de balle. Un putain de trou du cul. À un moment où on dirait qu'il va se mettre à chialer. Quand Poe il se fout de sa gueule. Et qu'on lui indique après que Snoke veut rentrer en contact avec lui. Il va se mettre à chialer.
Bref, il est ridicule, Hux, ça me dégoûte. Et alors, moi un truc qu'il faudra qu'on m'explique. Le 8, il se passe, c'est vraiment juste après le 7. Hein, ça se compte, allez, grand maximum en heure. Après le 7, ils arrivent, tac, devant la base sur, comment elle s'appelle, c'est Takodana? Non, c'est pas Takodana. Takodana, je crois que c'est là où il y a la meuf orange, là. Je sais plus où aller, la base. Elle est dans le système d'Illinium. Bref, la base de la résistance. Premier ordre, ils arrivent, croiseur, boum boum boum, il la bombarde, il éclate. Et donc après, t'as la putain de course-poursuite pendant tout le film. Alors, un truc qu'il faudra qu'on m'explique. À un moment donné, il y a une partie de l'intrigue qui se fait sur mais comment ils arrivent à nous suivre dans l'hyperespace? Et ils te font croire que c'est une technologie qui a été inventée, genre un tracker hyper spatial, machin, qu'il y a dans le vaisseau de Snoke. Les gars, qu'est-ce que vous nous racontez? Dès l'épisode 2, on voit Obi-Wan qui balance une balise sur le vaisseau de Django. Hyperespace, il est arrivé à Geonosis. Bon bah Obi-Wan, il suit sa trace en hyperespace, voilà. Et puis il est passé dans l'hyperespace, je le retrouve, il est collé à Geonosis. On la connaît, la technologie. Dans le 5... Non, c'est... Attends. Oh putain, attends, je sais plus, j'ai un doute là. Non, dans le 5, il nique l'hyperpropulseur. Putain, attends, c'est quoi? C'est dans le 5? Je sais plus. Bref, dans la trilogie originale, pareil, à un moment donné, il les piste. Même dans le 4. Je crois que dans le 4, à la fin, quand ils s'échappent de l'étoile noire, ils avaient mis un traceur sur le Faucon Millennium et c'est comme ça qu'ils arrivent sur Yavin. Enfin bref. D'où ça devient une intrigue dans le 8 qui se passe quasiment 35 ans après la trilogie, quasiment 60 ans après la prélogie, mais d'où c'est une intrigue de mais comment ils arrivent à nous suivre en hyperespace? Mais genre ça ne s'est jamais vu avant quoi, d'une manière ou d'une autre. Enfin bref, c'est une dinguerie. Après il y a tout un arc avec Finn et Rose sur Canto Bight, mais au secours. Mais au secours, la perte de temps. Tout ça pour aller chercher, je sais plus comment il s'appelle, la Benicio del Toro. Et au final, c'était même pas lui qui venait chercher à la base. Ils arrivent au casino, ils se font arrêter alors qu'ils venaient chercher le mec qui avait la tenue d'Harrison Ford dans Indiana Jones 2. Ils tombent en prison, pas comme par hasard. Ils tombent sur un mec qui a le même niveau que lui, alors que le gars c'était censé être le plus grand crypteur, hacker de la galaxie ou je sais pas quoi là. 2 secondes. Ah, ça fait déjà 48 minutes que je parle. Je disais, j'ai la gorge sèche. Enfin bref. Tout ça pour qu'au final ils arrivent dans le vaisseau de Snoke et l'autre, oh, il les trahit. Mais vous voulez dire que tout ça, ça ne servit à rien? Oh, bah ça alors! Super, l'arc de 45 minutes. Génial. Luke. Là, je suis très partagé dans le 8 pour Luke. Luke, mon personnage préféré de Star Wars. Et donc après la trilogie originale, Luke du Légende. Hein, oui. Donc premier move, il prend le sabre, il le jette. Au secours. Mais alors, pour moi, la plus grosse dinguerie de Luke dans le 8, on va parler du point positif d'abord. Donc il meurt à la fin du 8. Ça m'a gonflé. Mais alors, l'explication du move, enfin la symbolique du move, ça pour le coup c'est stylé. Il meurt en se sacrifiant pour sauver d'autres gens. Il pourrait niquer les autres, il pourrait niquer les Stormtroopers, enfin les Troopers, le premier ordre, mais il veut pas les tuer, il sauve plutôt les protagonistes. Et il se sacrifie pour le faire. Grand move de Jedi. Bon, le fait qu'il crève derrière, ça me gonfle. Mais bon. Fallait que le 8 il soit subversif et qu'il soit surprenant, qu'il n'y ait que des trucs qu'on s'y attend pas. Ah. Ouais, génial. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, alors Luke.
Moi, un truc que j'ai jamais compris dans le 8, vraiment, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Donc on va refaire le CV du Boog. Donc il pète la première étoile noire à 19 ans. Hop, épisode 4 terminé, l'épisode 5 se fait, épisode 6. Épisode 6, c'est un Jedi globalement accompli. Il arrive à la fin pour confronter l'Empereur et Dark Vador. Il se tape contre Vador, il veut pas se battre avec lui, tu vois, il esquive, il fuit, machin, il fait le combat. Hop, à la fin, il craque quand Vador il dit que bah, si lui il ne coopère pas, il ne passe pas du côté obscur, bah ce sera sa sœur qui le fera, la Ivry, quasiment à la frontière du côté obscur, il se bat en utilisant la colère, on le voit, hein, il se déchaîne contre Vador, et à la fin quand il lui coupe le bras, hop, là il s'arrête, il se retient, il se retourne, il jette son sabre quand il fait face à l'empereur, en disant voilà, je ne vous rejoindrai jamais, je suis un Jedi comme mon père l'était avant moi. Le mec, il arrive à faire revenir l'élu du côté lumineux, il jette son arme, il refuse de combattre l'empereur, le Sith le plus puissant de l'histoire, parce que c'est un Jedi, et il ne succombera pas au côté obscur. Non mais quel goat, mais quel goat, mais Luke, mais le boss, le seigneur, mais vraiment quel seigneur, c'est le Jedi. Ah c'est trop. Et dans le 8, ou après quand t'as la succession des flashbacks, t'apprends que donc là, bah du coup c'est Kylo, il a je sais pas une quinzaine d'années à ce moment-là, enfin Ben, donc c'est entre 15 et 20 ans après le 6, du coup. Il a Ben en élève. Ils sont dans son académie, tout ça, et en fait, à un moment donné, il a eu une vision. Comme quoi, peut-être, hypothétiquement, un jour, statistiquement, ce n'était pas impossible que Ben puisse être séduit pour le côté obscur. Du coup, pendant une fraction de seconde, il s'est dit qu'il allait pas prendre ce risque et il allait tuer Ben. Ben se réveille à ce moment-là, il voit Luke au-dessus de lui avec le sabre dégainé, il prend peur, machin, baston, et ça le fait basculer. Donc c'est une prophétie autoréalisatrice, quoi. Donc là, on va essayer de me faire croire qu'un mec qui a refusé de se battre par conviction Jedi devant le Sith le plus puissant de l'histoire, qui a réussi à ramener Dark fucking Vador du côté lumineux, il a pété un plomb parce qu'il a eu un cauchemar. Et que justement, bah, vraiment, je trouve que c'est le move le plus anti-Luke qui puisse exister, quoi. Mais non, mais au secours! Mais d'où Luke ferait ça? D'où? C'est trop. Genre, il va tuer son neveu parce que, ouais, il va être confronté au côté obscur. Mais comme tous les Jedi, Luke. Ah, c'est trop. Ce move-là, ouais, il m'a saoulé. Donc, on va trouver un côté positif au 8. Bah, les musiques aussi, ce Spark, incroyable, la musique quand Luke il arrive, voilà, très stylé. Et pour changer, ou je vais dire autre chose que la musique, la scène où Kylo il tue Snoke, elle est ingénieuse. Là, le procédé, Kylo il sait qu'il est beaucoup moins fort que Snoke et que bon, s'il voulait, le face, bon, il se ferait rétamer la gueule en 3 secondes. Mais du coup, le fait que bah, Snoke il lit dans ses pensées, du coup, il rend ses pensées ambiguës. Il pense à tuer Snoke, mais en faisant croire que ses pensées sont tournées vers Rey. Et du coup, voilà, il est rusé, et c'est comme ça qu'il arrive à le vaincre. Ça, pour le coup, je trouve que c'est un point positif. Mais mais de ce point positif naît un autre problème. Bah, c'est qui l'antagoniste? Parce que du coup, on pensait que c'était Snoke, et pendant le 8, Snoke est très puissant. Et un coup d'éclair, il envoie Kylo valser comme une merde. Il soulèverait comme la dernière des merdes. Le mec, tu te dis, ah oui, il est costaud quand même. Du coup, c'est qui l'antagoniste du 9? Parce que ça, du coup, à la fin du 8, c'est censé être Kylo. Où ça devient le suprême leader Kylo Ren, voilà. Mais le problème, c'est que bah, Rey, elle te nique à chaque fois. Bah, du coup, bah, t'es pas impressionnant. Désolé. Mais voilà. Donc maintenant, le film Solo.
Le film Solo, moi je suis un Yankee. Hein. Je vais le mettre en bon. En bon, mais derrière... Donc là, c'est pas dans l'ordre hein, d'appréciation. Mais là, on va dire que c'est dans l'ordre. Bon, mais je le mets un peu en dessous de Clone Wars. Ouais, j'hésite entre meh et Solo. Et bon. Vas-y, je suis gentil, je vais le mettre en bon parce que comme ça, sinon on va dire que je suis un hater de Disney, alors que non, tu as Rogue One, dinguerie, Rebels, dinguerie. Et je le mets en bon. En bon, voilà, très stylé. J'ai beaucoup aimé la relation Han Solo Chewbacca. Au début, ils sont dans une espèce de fosse, un peu prison. Ils se tapent et tout ça, et Han Solo, il connaît le Wookiee, donc il lui parle. Le raid de Kessel, je l'imaginais pas du tout comme ça parce que j'avais les images du Légende, entre guillemets, ce que j'imaginais du Légende, où là en fait c'est un espèce de champ d'astéroïdes avec une gravité un peu bizarre, avec la bestiole de ouf là autour du trou noir. La scène, elle est visuellement c'est stylé, c'est épique et tout. Kira, très très bon perso. Emilia Clarke, oh, Khaleesi, Mère des Dragons, Daenerys du Typhon, Khaleesi of the Great Grand Sea, Breakers of Shen, Mother of the Dragon. First of her name, Queen of the Roinar and the First Men and the Seven Kingdoms. On te kiffe, Emilia Clarke. Je te kiffe. Je te kiffe. T'es trop stylée comme actrice. Je kiffe. Voilà, le crew de Solo, franchement, j'aime bien. Alors, par contre, j'ai plus les noms, ça me vénère, je les ai oubliés. Avec, je crois, c'est Zoé Saldana. Je crois, c'est elle. C'est celle qui joue Gamora. C'est Zoé Saldana, je crois. Et après le mec de... C'est pas Rooker. Ça c'est le mec de Walking Dead. C'est pas Michael Rooker, donc ça c'est Merle Dixon. C'est l'autre, c'est celui qui joue dans Zombieland, Tennessee. Non, pas Tennessee. Oui, Tennessee. Non, c'est Columbus. Si, c'est Tennessee. Je sais plus. Oh, je sais plus. Bref, vous voyez de qui je parle. De toute façon, vous le savez. C'est un peu le mentor d'Han Solo. Voilà, donc c'était pas mal. La rencontre avec Lando, cool, où tu vois que c'est déjà un tricheur et tout. Après, bon voilà, on va pas faire 1000 ans sur Solo, hein, il est un peu oubliable, c'est ça le voilà, point négatif, il est un peu oubliable. Il y a 2-3 scènes où tu sais, t'es en mode ok, genre quand il va se faire recruter par l'Empire. Alors ça, c'est vraiment la scène, j'ai pas compris le délire. Il va au bureau d'admission de l'Empire. Et il dit ouais, tu t'appelles comment? Bah, je m'appelle Han. C'est quoi ton nom de famille? J'en ai pas. Je vis tout seul. Ok, tu vis tout seul. Han Solo. Quoi? Mais il peut pas s'appeler juste Han Solo? Genre, ça peut pas être son nom de famille tout court, Solo? Genre, il serait venu se présenter avec Kira. Il se serait appelé Han Duo? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette trouvaille? Vraiment, au secours. Au secours. Voilà. Et à la fin, Dark Maul, mais bon, ce sera jamais exploité sur l'Aube écarlate et tout ça. Kira allait le rejoindre sur Dathomir, ça aurait pu être lourd, mais bon. Dans notre cul. Voilà, donc là, ensuite, on a Star Wars Résistance. Voilà, Nick Taras. Ça pue la merde. Je veux rien savoir. Visuellement, c'est un peu cool, les designs sont un peu cool. Enfin, l'ADA. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, ça se passe sur une espèce de station au milieu d'une planète océan. Il y a lui là, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Kazé? Non, je sais plus. Il a un nom un peu japonisant. Il y a un délire de pilote. Mais c'est de la merde. Oh, c'est nul. L'intrigue, elle se passe pendant le set. Il y a un trooper, donc ta Phasma, c'est le trooper chromé. Là, t'as le capitaine, je sais plus quoi, c'est un trooper goldé. Voilà, c'est Freezer Gold. Bah là, c'est un trooper gold qui vient mettre la pression au chef de la station pour dire bah, si, vous rejoignez le premier ordre, lui il veut pas trop, c'est de la merde. Voilà. J'ai pas regardé la saison 2, ça m'a gonflé. Donc ensuite, là, je vais m'énerver là. Vous savez quoi? Non, c'est bon, je vais pas le faire. The Rise of Skywalker. J'ai même pas envie d'en parler. Voilà, ah oui, ça, point positif, je l'ai dit, l'ADA. L'ADA, c'est stylé, voilà. Qu'on me dise pas que j'ai pas dit.
The Rise of Skywalker. Mais... Je crois que je me suis jamais autant facepalm dans un film avec Alien Covenant. Mais pour moi, Rise of Skywalker, c'est encore pire. Mais je me suis facepalm du début à la fin. Mais quel outrage. Quelle indignité. Monsieur Pujada, sur le service public, quelle indignité. Mais au secours. Mais l'immondice. Oh. Alors, Palpatine qui ressort de nulle part et on te... T'as Merry, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais celui qui fait Merry dans le Seigneur des Anneaux qui dit oui, ouais, bah c'est une vieille technologie de clonage site, machin. Mais wow, d'où tu connais ça, toi? Okay, ouais, freine. Mec, le lore, vite! Faut balancer du lore, faut que ce soit cohérent, le retour, vite! Palpatine, ils ont réussi à niquer Palpatine, ces connards. Palpatine, jusque-là, c'était un stratège de ouf. Bon, il a perdu à cause de son arrogance et parce qu'il pouvait pas imaginer la puissance d'un amour père-fils, voilà. Donc on t'explique qu'il a survécu, il a transféré sa conscience pendant qu'il chutait dans le 6, dans le conduit là, de l'étoile noire, le réacteur. Il a transféré sa conscience dans un des clones sur Exegol. Et donc voilà, depuis, il ourdit dans l'ombre ses plans machiavéliques. Mais alors, Théma, la gueule des plans. On parle d'un mec, quand même. Pendant la prélogie, il a contrôlé les deux camps antagonistes, la République et la CSI, la Confédération des systèmes indépendants. Au nez et à la barbe des Jedi, en rencontrant le plus grand Jedi de l'histoire jusqu'à Luke dans le Légende, sans se faire découvrir. Il contrôlait les deux camps pour parvenir à ses fins, un stratège de ouf. Il a niqué tout le monde. Il a tout prévu. Et dans le 9, c'est ça que vous nous avez livré, Disney? Mais remboursez-moi. Lui, je suis pas allé voir 4 fois, hein. Je l'ai vu qu'une fois. Je veux que Will Smith, il arrive avec son euro laser et bah, il efface ça de ma mémoire. Mais un outrage. Mais oh, au secours. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo dédiée de chaque épisode où j'en parlerai longuement parce que là rien que l'épisode 9, je peux tenir 1h30 dessus tellement il n'y a rien qui va dedans. C'est catastrophique du début à la fin. Il n'y a rien qui va, rien. Je sais même pas par quoi commencer. Palpatine, on va commencer par Palpatine. Le gars, pour rappel, hein, il se contredit lui-même au sein du film. Quand Kylo, donc j'ai pas revu le film depuis la sortie au cinéma, donc ça devait être, je crois, c'était genre le 20 décembre 2019, un truc comme ça. Et hop, Kylo il arrive, il fait ouais, je peux tout offrir. Par contre, va tuer Rey. Donc, objectif de Palpatine à travers Kylo Ren, faire tuer Rey. Parce que là, Kylo Ren, il a level up, il est plus fort. Ok, donc il peut techniquement le faire. Au début du film, pendant la première moitié, il dominerait quand ils se rencontrent. Ouais, bon. Ah, on a vu où ça menait. Quand Palpatine rencontre Rey, Rey, tue-moi, comme ça je me réincarnerai dans ton corps. Parce que là, mon corps, c'est un espèce de cadavre ambulant, je suis faible. Palpatine. Tes deux objectifs vont en contre-indiction l'un avec l'autre. Si Kylo accomplit ton plan, bah tu ne peux plus accomplir ton plan, qui est de prendre le corps de Rey, puisqu'elle serait morte. Merci, Palpatine. Voilà. À la fin, ouais, la dyade, machin. Oh, le concept de la dyade, il me vénère aussi. Merde. Concept de la dyade, voilà, il réabsorbe leur essence vitale et hop, il se régénère. Il est plus puissant que tout le monde. Il a les yeux qui brillent. Ils sont pas jaunes. Ils sont jaunes brillants, tellement il est puissant. Ouh. Du coup, il veut continuer son plan de prendre possession de Rey. Mais frérot, c'est bon, tu t'es régénéré. T'as niqué la contrepartie négative de ton corps qui était d'être faible. Là, c'est bon, t'as un corps fort, t'as la puissance de 1000 sites, enfin de tous les sites en toi. I am all the fifth. Oui. And I am all the Jedi. Oh, putain, tu sais, comme les chats là, quand ils ont une boule de poil. J'étais en train de crever dans le cinéma. Bref. De la merde.
Du coup, voilà, ils ont réussi à niquer Palpatine, ces chiens. Donc ensuite, Palpatine, point positif, je dis tout de suite, voilà, comme ça je suis libéré. Quand il balance son éclair de malade sur la flotte, sur la bataille d'Exegol, très stylé. La scène est très stylée. Le son, il est assourdissant, on dirait que ça sature les basses, les micros, tout ce que tu veux là. Très stylé, visuellement incroyable. Voilà, le point positif est fait. Si, autre point positif, vous voyez, je suis généreux, j'en mets plusieurs. Quand Leia meurt, tu vois la réaction de Chewbacca, il tombe par terre, il frappe un peu le sol et tout, tu vois que le mec il perd tout le monde. Très stylé. Voilà, j'ai dit 2 points positifs au 9. On peut pas dire que je suis de mauvaise foi. Je tiens à le signaler. Donc voilà, dinguerie. Dinguerie du 9. Donc voilà, il balance son éclair. Donc le mec, il arrive quand même à stopper toute une flotte. Il y a des milliers de vaisseaux. Il arrive à les neutraliser en balançant son éclair là, pendant, je sais pas, genre 10 secondes. Et donc après, quand il balance son éclair sur Rey... Mais quel... Oh là là. J'en ai des frissons de gêne tellement c'est nul. Donc le mec, il balance son éclair, l'autre, elle tank ça avec son sabre, alors que les éclairs de Palpatine dans le 3 contre Windu, tu sais, t'as l'impression qu'il met un coup de fusil à pompe, tu vois, Windu, il en chie, ça balance son sabre, tu sais, ça le fait tanguer et tout, machin. Là, il lui balance un éclair 20 fois plus puissant, enfin 20 fois... Hein, au minimum. L'autre, elle tank avec son sabre, elle lui balance sa vieille phrase « je suis tous les Jedi » et elle commence à marcher vers lui, et elle lui renvoie ses éclairs. Mais là, Palpatine, dans le 3, Windu te renvoie tes éclairs, entre guillemets, tu te les prends. Mais du coup, c'est pour aller dans ton sens, pour te rendre minable et fragile auprès d'Anakin, pour le faire basculer. C'est normal que tu te niques. C'est prévu, c'est ton plan. Dans le 9, t'es en train de te désagréger. Tu t'auto-niques. Bah, arrête de tirer. Voilà, et c'est tout. Et puis juste, ton éclair, bah, tire en dessous. Ou au-dessus, mais pas dans le sabre. Enfin bref, ils ont niqué Palpatine, ces connards. C'est incroyable. Putain, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte de voir ce qu'ils ont fait de Palpatine. Luke, ils l'ont remis un peu mieux en mode, voilà, c'est vraiment un Jedi. Il fait des petites phrases de Jedi un peu taquin. Ok, merci d'avoir sauvé Luke après l'avoir enculé dans le film d'avant. Il n'y a rien qui va. Et alors la fin, oh la fin. Mais la fin, mais au secours, la fin. Dans le désert, elle enterre les sabres dans la ferme des Lars. Mais déjà, pourquoi elle enterre les sabres dans la ferme des Lars? Mais d'où? Pourquoi ce lieu? À part pour nous dire, regardez, de Star Wars 4, la saga, elle commence sur Tatooine, chez les Lars, bah, elle va se terminer chez les Lars. Et clin d'œil, la boucle est bouclée. Oui, c'est de la merde. C'est de la merde. Ah, j'ai failli manger mon micro, là. Donc elle enterre ça, c'est de la merde. Leia, elle est jamais venue ici, ça représente rien pour elle. Luke, il a que des mauvais souvenirs ici. La dernière fois où il est revenu, il a vu le squelette de sa mère, de sa tante et son oncle, comme ça, en Y, au début du 4. Et à la fin, donc, déjà ça, vraiment, ça me mettait mal. Mais alors, l'ultime scène, avec la vieille qui arrive avec son dromadaire qui a 4 chevaux, 4 yeux, là. Son dromadaire qui a 4 chevaux. J'ai dit ça. Son dromadaire qui a 4 yeux et qui dit il n'y a pas beaucoup de monde ici, t'es qui? Bah déjà, toi, t'es qui? Qui ça peut te foutre? Donc elle a dit je suis Rey. Et Rey qui? Vous voyez, les dialogues, ils sont faits pour ramener les phrases. Tu vois, c'est pas naturel, c'est du script en fait. La meuf, elle récite du script. Et là, tu vois le fantôme de Luke et Leia. Et elle sourit d'un air satisfait, cette connasse. Donc quand je dis la connasse, je parle de Rey, hein. Je parle pas de Daisy Ridley. Comme dans le 8, Rostico, elle s'est fait harceler. Faites pas ça, soyez intelligents. On chie sur les personnages, on chie pas sur les acteurs. On est intelligent. On a plus de 4 de QI. Synapse, connecte les neurones, fais pas ça. Bref. Et quand elle dit Rey Skywalker... Au secours. Je ne me suis jamais remis de cette scène. Alors déjà c'est de la merde en soi. Mais alors en plus ça vient niquer le
message du film qui dit oui, ok, t'es une Palpatine. Bon, déjà, elle reveal, ouais, en fait, je suis la petite fille de Palpatine. De la merde, de la merde. Oui, alors c'est pas parce que tu t'appelles Palpatine que t'es forcément méchante, que t'es la petite fille d'un Sith que tu vas devenir Sith. C'est pas ton nom, c'est pas d'où tu viens qui compte, c'est ce que tu fais. Et il y en a un. Mais moi, je m'attendais à la fin à ce qu'elle dise Rey Palpatine. Bon, ça aurait été fion, mais ça aurait été mieux. Parce qu'en plus d'avoir vaincu Palpatine en le tuant, en assistant à son suicide, bah là, le nom Palpatine, il aurait pu, au fur et à mesure, plus le temps passe, tu vois, il aurait plus été associé à l'empereur Palpatine, le tyran galactique, il aurait été associé à Rey, qui, bah du coup, va reprendre le nouvel ordre Jedi, ta grande race de nous faire ça, au secours. Bah, on chie tout sur la postlogie, enfin, en très grand nombre, allez... Enfin, ils vont faire un Star Wars 10. Le premier film qui ressort après la postlogie, c'est un film sur Rey. Putain. Mais tu vois, elle se serait appelée Rey Palpatine. Bah au final, le nom de Palpatine aurait plus résonné comme quelque chose de positif avec Rey, la nouvelle vague de Jedi, plutôt qu'un truc négatif. Donc t'imagines, elle l'aurait même vaincu symboliquement. Le mec, on l'aurait oublié. Son œuvre n'aurait été effacée. Bon, oui, voilà, dans l'histoire, on sait que Rey Palpatine, c'est un méchant, voilà. Mais je veux dire, son nom aurait pu être on aurait pu associer ça à l'empereur, tu vois, en premier. Enfin bref, que des occasions manquées, c'était de la grosse merde. Nick Taras, The Rise of Skywalker, voilà. Mandalorian. Il n'y aurait pas la saison 3, je le mettrais là. Il y a la saison 3, je le mets là. Les saisons 1 et 2, dinguerie. Dinguerie de ouf, oui, c'est beaucoup de fanservice. Je suis une pute au fanservice. Je suis le plus gros Yankee de cette galaxie concernant le fanservice. De toute façon, c'est une série spin-off de Star Wars. C'est du fanservice. Donc les saisons 1 et 2, incroyables. Un peu brosson, tu vois que ça rigole pas, machin, tout ça. Bon. Ah oui, attends, j'ai dit le point positif. Oui, si, j'ai dit les points positifs sur Rise of Skywalker. J'ai dit Chewbacca et visuellement l'éclair stylé. Donc voilà, Mandalorian, tac. 2 premières saisons très stylées. Alors, en apothéose avec l'arrivée de Luke, fin de saison 2. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver dans la playlist Star Wars. Si vous voulez plus de détails uniquement sur la saison 2. Mais alors, la saison 3, mais pourquoi Pourquoi vous faites ça? Mais au secours! Ils ont viré Cara Dune de la série parce que l'interprète, l'actrice, elle a dit des trucs que Disney ils ont pas aimé, du coup ils l'ont viré. Je sais plus c'était quoi, il y avait un délire avec sur les États-Unis, je sais pas quoi, bref. Donc ils l'ont viré, alors qu'elle devait être un élément principal de la saison 3 et elle devait avoir sa propre série Ranger of the New Republic. La saison 3, avec le délire de Mandalore, à un moment donné, il y a le sabre noir qu'on voit dans Clone Wars, dans Rebels, et du coup dans Mandalorian qui est là. Donc celui qui détient le sabre noir est le Mandalore. C'est le chef de toutes les tribus mandaloriennes, incontestées, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne affronter le Mandalore, le vaincre et prendre le sabre à son tour, et ainsi de suite. Din Djarin, donc le Mandalorien, est le détenteur du sabre noir, puisque c'est lui qui a vaincu Moff Gideon, qui était lui-même le détenteur du sabre noir. Donc c'est lui le Mandalore. À un moment donné, je sais plus quel épisode c'est, le 3, le 4 ou le 5, je sais plus. Ils sont dans des grottes, mais il y a le fils du gros bourrin en sulfateuse, comment il s'appelle, Paz Vizsla, je crois, qui se fait kidnapper par un ptérodactyle ou je sais plus quoi. Et à un moment donné, il y a une espèce de conseil mandalorien, et il dit ouais, on va faire ça. Et tu vois, les autres ils disent non. Et je crois qu'il y a une ou deux autres scènes comme ça où à un moment, dans la ville à côté de, je crois que c'est Jack Black, où le méchant c'est Christopher Lloyd là, avec l'épisode filler de ouf là, au secours. À un moment donné, il dit un truc, et tu sais, il y a des gens qui ils l'écoutent pas. Mais au bout d'un moment, le sabre noir, vous nous cassez les couilles avec lui depuis 3 séries. C'est la 3ème série, vous nous pétez les couilles avec. Il sert à quoi en fait, si les gens ne t'obéissent pas quand tu l'as? Bref. La saison 3, nul. Nul. Nul, voilà. Saison 1 et 2, dinguerie. Saison 3, nullissime. Du coup, je le mets dans bon. Donc c'est bon, donc je vais devoir mettre un côté négatif. La saison 3, je viens de le dire, c'est bon. Ensuite, Bad Batch. Alors, Bad Batch, j'ai pas tout vu. Il
Il y a 3 saisons, j'ai vu que la 1, et j'ai commencé la 2, mais alors moi je suis au début, donc j'ai pas tout vu. Donc pour l'instant, je le mets en bon. On va dire que c'est Clone Wars saison 8. Ouais, attends, il y a 7 saisons de Clone Wars, donc c'est ça, c'est après, donc on va dire que c'est 8. J'aime bien la Bad Batch, le crew. Les personnages sont assez cool. La saison 1 a été pas mal. Par contre, ils ont retcon l'Ordre 66 qu'a vécu Kanan. On revoit comment a été son Ordre 66, alors qu'il y avait déjà un comics qui était paru sur Kanan en 2 tomes, et l'Ordre 66 était un peu différent, donc ils ont retcon des trucs et tout, donc ça c'est un peu chiant. Mais sinon, je vais pas trop m'étendre, parce que bah, du coup, je l'ai pas complètement vu. Mais sinon, je la mets plutôt en bon. Côté négatif, voilà, le retcon du flashback, du flashback de Kanan sur Ordre 66. Voilà, donc j'ai pas trop parlé sur... Oh putain, j'ai vu le prochain icône. Score. Donc voilà, Bad Batch. Bon là, on va attaquer dans le... On va ouvrir les portes de l'enfer. Boba Fett, je le mets en Ictaras. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? La série Boba Fett. Waouh, c'est l'épisode 9 des séries. Mon Dieu. Mais Boba, tu sais, comme dans Le Parrain, et quand il fait à mon garçon. Waouh. Ah ouais, c'est violent. La dernière fois qu'on avait vu Boba, c'était dans la saison 2 de Mandalorian. C'est stylé, hein. Il arrive, il récupère son armure, bam 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 bam, et il nique tout le monde. Alors là, oh putain. À la fin de Mandalorian saison 2, on le voit arriver dans le palais de Jabba, il se met sur le trône, il bute Bib Fortuna, il prend sa place, voilà, c'est le nouveau patron du coin. Je me suis dit, putain, lourd. Et donc voilà, t'as la série, le livre de Boba Fett. Mon Dieu. Bah, y a rien qui va les... Y a rien. Alors, pour vous dire, Boba, on est passé d'un mec, hein, quand même, qui tient tête un peu... Il parle mal, il peut se permettre de parler mal à Dark Vador. Je sais pas si vous voyez le niveau du type, hein. Vador, lui, ouais, pas de désintégration. Après, ils sont sur Bespin, il fait, ouais, c'était pas ça notre arrangement, machin. Le mec, il stoppe... Il stoppe Vador pour lui dire, c'était pas ça notre arrangement, tu vois. Bon, bref... Dans les comics canon, c'est lui qui trouve l'identité de Luke, parce que Vador veut savoir qui est le pilote qui a détruit l'étoile noire dans le 4. Il lui donne la réponse, il voit que Vador pète un plomb, il fait ouais bon bah maintenant payez-moi, tu vois, je sais plus c'est quoi exactement au mot près le dialogue, mais gros c'est ça. Bref, dinguerie Boba Fett. Dans le Légende, ça devient le Mandalore, dans le Légende n'est pas le sabre noir, il devient Mandalore, il a survécu au Sarlacc aussi, il entraîne, je crois c'est Jaina Solo, il lui apprend le Terraskasi, il me semble. Enfin, dinguerie. Dans la série Boba Fett, alors c'est simple, c'est devenu un urinoir. C'est-à-dire que tous les gens de la série viennent lui pisser dessus. Voilà, dans chaque épisode, on vient lui pisser dessus. À un moment donné, donc c'est le début de... Il me semble que c'est le début, si je dis pas de bêtises, de l'épisode 3. Il y a un mec qui vient devant son trône et qui lui dit ouais, bah on vous respecte pas en fait. Personne vous respecte dans la ville. En gros, je résume, hein, vous êtes une merde, et puis nous, on n'a plus d'eau, on a besoin d'eau, donc si vous voulez qu'on vous respecte, donnez-nous accès à l'eau. Donc là, normalement, Boba Fett, il lui met 2 tirs de laser dans la gueule. Hein, voilà. Bah là, cette merde, la gros Boba Fett, bah il va en ville, et il va chercher de l'eau. Il va voir les connards, alors là, vous les avez vus, je pense... Les quatre gangsters à la con sur leur scooter Vespa de l'espace fluo, avec la pire course-poursuite de l'univers des courses-poursuites. Avec, je sais plus c'est quoi, l'adjoint au maire là, qui s'enfuit en jet, pas en jet, en speeder, et les 4 Golemons là, avec leur scooter qui les suivent. Oh, c'est horrible, immonde. La partie avec les Tusken il y avait des trucs sympathiques dedans, mais au final c'est bof. Le meilleur perso de Boba Fett, c'est le Mandalorian. Parce qu'il y a 2 épisodes dans la série Boba Fett où il n'y a pas Boba Fett.
C'est The Mandalorian saison 2,5. Voilà. Il n'y a pas Boba Fett dedans. Je crois qu'on le voit à la fin du 2e épisode, 3 secondes. Voilà. C'est une dinguerie quand même de se dire que les meilleurs épisodes de la série Boba Fett, c'est les épisodes où il n'y a pas Boba Fett. Mais c'est ouf de devoir dire ça. Et meilleur épisode, enfin meilleur personnage qu'on voit dans tous les épisodes, entre guillemets, on va dire, c'est Fennec Shand. Fennec, bel gosse. Lourd perso. Donc voilà, côté positif, bah, les épisodes avec le Mandalorien et on voit Luke qu'entraîne Grogu. Voilà. Merci. Par contre, il n'y aura pas de saison 2. Merci. Merci vraiment de ne pas nous infliger ça. Merci. Ensuite, Obi-Wan. Alors, Obi-Wan. Je suis un énorme Yankee. Mais en vrai, elle est là. Elle est en mai. Elle est en mai. Alors déjà, toute la partie avec Reva. Oh, on souffle. On souffle. C'est nul. Le perso, il est cul. C'est bon. Donc la partie... Moi, je suis un Yankee, donc j'ai mis en mai et pas en mauvais. Parce que Vador, beau gosse. Voilà. Vador, c'est toujours trop stylé. Là où on le voit, bam, 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 il met ses trucs. Tu vois, Anakin couvre ses yeux dans la cuve de Bacta, trop stylé. Le dernier combat à la fin, lourd. Le dialogue entre Obi... C'est du Yankee, ça nique un peu le 4 quand Vador il dit ouais la dernière fois qu'on s'était vu j'étais l'apprenti, vous étiez le maître et tout. Parce que du coup c'était dans le 3, la bataille sur Mustafar. Là en fait ils se sont revus encore 2 autres fois. Voilà, donc, bref. La partie dans l'Inquisitorius, on souffle. La course poursuite entre Leia dans l'épisode 1 je crois et les kidnappeurs. Obi-Wan. Le mec, il s'est fermé à la force. Et à un moment donné, quand il essaie de rattraper Leia, là, je crois elle tombe d'un immeuble ou je sais plus quoi. Il a oublié comment se servir de la force. Non, non, non. Non. Donc voilà, les seuls points positifs, le personnage de Dark Vador. Quand par exemple Reva elle perd la trace d'Obi-Wan, enfin quand ils arrivent à s'enfuir de l'Inquisitorius, quand il arrive et bam, énorme poussée de force, le combat contre Reva et Vador. Alors ça par contre, ça c'était stylé. Le fait que Vador, il ne dégaine même pas son sabre, il la déglingue, et à la fin il est sans arme, c'est elle qui a son double sabre rotatif, c'est elle qui recule. C'est elle qui recule. Non, c'est trop stylé. Mais voilà, donc je le mets en mai, mais vraiment, il est à la frontière du mauvais. Donc voilà, bon, juste Ewan McGregor, acteur de ouf, très stylé. À la fin, le dialogue avec Vador quand il chiale et tout, non, c'est un bon acteur, c'est émouvant et tout. À la fin, quand il va voir Luke, hello there. Non, c'est trop. C'est trop. J'ai dit les points positifs. Andorre, oh, je cherche même pas. Maître classe. Oh, Andorre. Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est trop stylé. Non, franchement, la série... Quand ils ont à un moment donné, c'était il y a 3 ou 4 ans, ils avaient fait un tableau, enfin une image, avec toutes les séries. Il y avait 10 séries qui avaient été annoncées. C'est celle que j'attendais le moins. C'est la meilleure série Star Wars. Pour l'instant, à mes yeux. Elle est... Enfin, la série live action. Incroyable. Insane. Les enjeux, lourds. Les persos, lourds. Les 3 arcs, lourds. Le personnage, là, Luten Rael, donc l'espion qui se fait passer pour un marchand d'art sur Coruscant. La scène sur la passerelle où il explique tous les sacrifices qu'il fait, la vie qu'il a depuis qu'il s'implique dans la rébellion et tout. Le discours à la fin de, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, Tante Pétunia, l'actrice qui fait Tante Pétunia, en hologramme, pour déclencher l'esprit de rébellion. Non, c'est trop. C'est la série incroyable. Incroyable de ouf. Faut que je dise un côté négatif, enfin un point négatif. Andorre, il fait plus vieux que l'âge qu'il doit avoir. C'est bon, voilà. Point négatif. Voilà, l'âge qu'il est censé avoir est pas trop raccord avec l'âge de l'acteur. Bref, voilà. Vous avez vu à quel point je pinaille, hein. Incroyable la série. Incroyable. Ah oui, Book of Boba Fett, point positif. En plus de... les épisodes avec le Mandalorien, la musique. Le thème de la série. Alors là, par contre, là,
Là, je m'incline. Non, là, il y a le beau geste. Très très lourd thème. Voilà. À part ça, c'est de la merde. Andorre, c'est bon. Alors là, Tales of the Jedi. Tales of the Jedi. Je vais le mettre en bon. Je vais le mettre en bon parce que... En fait, il n'y a que 6 épisodes de 20 minutes, donc c'est très condensé. Il n'y aurait pas eu le premier épisode, j'aurais mis maître classe. Mais le premier épisode, il est vraiment bof. Donc il y a 3 épisodes centrés sur Ahsoka et 3 épisodes centrés sur le Count Dooku. Quand il était encore Jedi et qu'il y avait Qui-Gon qui était son apprenti. Donc voilà, c'est 2 fois 3 épisodes qui te racontent des événements un peu non connus de ces 2 personnages-là. 2 secondes. Là, j'arrive à la fin de ma bouteille. Ça va pas le faire. Donc très très bonne série. On voit sur la partie Ahsoka l'envers de son... Enfin l'envers, les coulisses entre guillemets de son entraînement avec Anakin, qu'on voyait pas tant que ça dans The Clone Wars. Il n'y a pas trop de phases d'entraînement en fait. Et là on voit vraiment ça. Donc comment elle a survécu. Et ça fait écho à une scène de la saison 7 de Clone Wars. À comment elle survit à l'ordre 66. On voit que son entraînement de Jedi lui a permis, l'entraînement qu'Anakin lui a octroyé. Ça c'était cool, le clin d'œil. Mais alors moi les épisodes que j'ai préférés c'est sur le Count Dooku, où tu le vois petit à petit, il se passe sur plusieurs années, tous les épisodes, et le Count Dooku je crois que c'est sur... ça doit être facile sur 15 ans, entre le premier et le dernier, parce que dans l'épisode où Qui-Gon c'est vraiment son apprenti, son padawan, on voit que Qui-Gon il est jeune, il doit avoir l'âge de Obi-Wan dans le 1, donc je sais pas, il doit avoir une petite vingtaine, tu vois. Très stylé, tu vois que Dooku il pète un plomb devant l'injustice quand des mecs veulent buter des fermiers là, et que du coup il utilise la force pour niquer tout le monde, et que c'est Qui-Gon qui le ramène à la fin. Dooku il lui balance une énorme poussée de force pour le dégager, et, il va tuer le mec. C'est trop stylé. Franchement, Tales of the Jedi, incroyable. Et point négatif, j'ai dit le premier épisode sur Ahsoka, très bof. La série Ahsoka. Oh putain. Quelle déception. Quelle déception. J'en attendais tellement. Elle, c'était une des séries que j'attendais le plus avec Kenobi. Les séries que j'attendais le plus, c'était Kenobi, Ahsoka et The Acolyte. J'ai été bien servi. Donc Ahsoka, je la mets mieux que Kenobi quand même. Hein. Je vais la mettre là. Voilà. Je la mets en premier des... Mais. Alors, Ahsoka. Par où commencer? Donc c'est la saison 5 de Rebels. Ça se passe donc fin de Rebels. Le Grand Amiral Thrawn... il disparaît dans les régions... Enfin, il disparaît. Pas dans les régions inconnues, du coup. Ils ont fait un truc qui était complètement con. Enfin, que je trouve complètement con. Il est perdu, voilà, mais même pas dans la galaxie, il est perdu, voilà, il est perdu dans l'univers. À cause des... Je sais plus comment elles s'appellent, les baleines qui voyagent en hyperespace, là. J'ai plus leur nom, ça me vénère. Bref. Et dans ce final-là, il emmène avec lui Ezra, qui est prisonnier. Enfin, il y a une scène où en fait il peut pas s'enfuir, donc il est pris avec lui. 10 ans plus tard, saison 5, enfin 10 ans plus tard, série Ahsoka. Donc il y a Ahsoka et Sabine qui sera biboche, ils ont une piste pour aller trouver Ezra. Let's go! Et en même temps, il y a Baylan Skoll et Shinati qui, eux aussi, sont sur la piste de Thrawn. Donc voilà. Voilà. Alors. Comment dire? Sabine est devenue une connasse. Voilà. Pour moi, c'est devenu vraiment une connasse. Mais une énorme connasse. Hein. Franchement, son move de choisir... En fait, c'est vraiment incohérent avec le perso, je trouve. Son move de choisir de foutre la République en danger, mais en danger mortifère, le retour de trône, pour aller chercher Ezra, je suis pas sûr que la Sabine de la série elle aurait fait ça. Surtout une seconde après avoir vu sa maître, parce que Ahsoka est censée être sa maître, se faire déglinguer et passer pour morte, enfin bref. Donc Sabine, c'est vraiment une Golemon finie, et alors vraiment à la fin de la série où en fait j'ai la force. J'ai 30 ans, j'ai vécu 10 ans entouré de Jedi, pas en termes de nombre, mais
Je sais que la force existe, voilà, j'ai traîné avec Kanan, j'ai été l'élève d'Ahsoka, j'ai jamais eu la force, et bah, vraiment, au moment où j'en ai besoin, j'ai la force. Ah, c'est quand même un sacré coup de bol. Quelle aubaine. Waouh. Non, niquez vorace. Et elle a la force vénère. Hein. Luke, je rappelle que dans le 5, qui se passe 3 ans après le 4. 3 ans. Il s'est entraîné un peu tout seul à utiliser la force pendant 3 ans. Le 5 commence. Il galère à attraper son sabre. Ah, quand il est dans la caverne du Wampa suspendu par les pieds, il doit se concentrer, faire le vide, il n'y arrive pas du premier coup. Là, Sabine dans Ahsoka, dernier épisode, elle est en train de se faire étrangler par un trooper zombie, là, des Sœurs de la Nuit. Et hop, là, elle a besoin que son sabre arrive, parce qu'elle a testé plusieurs fois dans la série, elle n'y arrive pas. Par contre, là, elle y arrive. 10 secondes plus tard, le vaisseau de Thrawn s'en va. Ezra, il veut sauter pour... Enfin, en gros, il est trop loin pour qu'Ezra y arrive en sautant. Du coup, Ezra, il lui dit, bah, je vais sauter, et pendant que je saute, toi, tu me pousses. Et ensuite, quand moi, je serai dans le vaisseau, toi, tu sautes, et moi, je t'attire. Alors, Ezra, il saute, elle lui fait une poussée de force. Mais même Dark Maul, dans le 1, quand il fait la poussée de force à Obi-Wan pour le faire tomber, il lui met pas une poussée de force comme ça. Elle met une poussée de force, mon gars, mais elle est stratosphérique. Bon, par contre, voilà, ce personnage de Sabine, il m'a gonflé. Le personnage d'Ahsoka, waouh, elle s'est pris un nerf, mon gars. Le patch note de la série, il est violent. La meuf, elle a 15 ans. Elle 1v1 Dark Maul, elle le déglingue. Par contre, Byleth Skull, elle perd en boucle contre lui. Elle est nulle à chier. Morgan Elsbeth, bon certes, elle est buffée avec les pouvoirs des matriarches, mais bon, l'autre, elle galère quand même 38 ans contre elle. Ahsoka, t'étais meilleur en fait. T'étais meilleur quand t'avais 15 ans que quand t'en as 35. Donc, bah, désolé pour toi. Non, 35, je suis un ouf. Que quand on a 19 plus 9, 28, 28 plus 15, ouais, t'es plus proche de 45. Donc voilà, c'est nul. Et alors là, on va en venir à ce qui me gêne le plus dans la série. Mon bébou, l'amiral Thrawn. Mais que t'ont-ils fait? Que t'ont-ils fait? Alors visuellement, il est bien, il est bien retranscrit. Bon, il est un petit bidou, vite fait, ça va. Mais non, visuellement, il est bien. Là-dessus, pas de problème. Par contre, dans les moves de Thrawn, il est devenu vraiment pas ouf. Ça devait être quand même un peu sa série. L'épisode où il apparaît, je crois que c'est le 6, il se fait voler la vedette par Ezra. C'est même pas lui qu'on voit sur le climax de fin de l'épisode. C'est Ezra, c'est pas Thrawn. Le mec, c'est... Je pense, peut-être avec Revan, le personnage le plus connu de l'univers étendu Star Wars. C'est le plus emblématique, c'est le méchant, c'est un des antagonistes les plus stylés, les plus cool, les plus puissants à leur manière, les plus respectés de l'univers Star Wars. Même Vador respecte Thrawn et le craint entre guillemets, pas en 1v1, en confrontation, voilà, Vador l'éclate, mais sur sa capacité à manipuler les éléments autour de lui pour parvenir à ses fins. Le mec est trop fort, c'est Sherlock Holmes fusionné avec l'intelligence du professeur Moriarty. Il est trop fort. Bah, le Thrawn de la série, il est con. Il est complètement con. Donc il fait des petites phrases de Thrawn, hein, des petites phrases stylées, mais ses actes vont à l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la série, l'objectif de Thrawn, c'est de... Parce qu'en fait, il a été expulsé dans une autre galaxie. Donc c'est chiant. Parce que déjà, dans une galaxie lointaine, très lointaine, tu sais, il y avait un peu un délire, c'est la même galaxie et tout ça. Dans le Légende, à un moment, tu apprends qu'il y a les Yuuzhan Vong, ils viennent d'une autre galaxie. Ils sont pas sensibles à la force était endémique à la galaxie, machin, tout ça. Bon, je trouve ça un peu nul, voilà. Bref, son but, c'est de revenir dans la galaxie qu'on connaît. Donc, le truc, c'est qu'il va... il est sur la planète Peridea, donc il a été expulsé sur la planète, du coup, d'origine des sorcières de la nuit. En gros, c'est ça, entre
entre guillemets, je résume très vite fait. Déjà, bah, pourquoi les sorcières de la nuit, leur planète natale c'est plus Dathomir? On sait pas. Pourquoi ils ont changé ça? Voilà. Donc t'as les sorcières de la nuit, il y a une espèce de tour qui est en gros un tombeau. Où il y a plein de cercueils, et en gros, son délire, c'est qu'avant de repartir vers la nouvelle galaxie, il veut charger tous les cercueils pour que les sœurs de la nuit elles fassent leur sortilège et ça lui fasse des zombies, et il y aura son armée. Bon, là, ça n'a pas été dit, mais ça va être pour ça, je suis obligé. Donc le truc, c'est que tant que le chargement de tout le tombeau il est pas fini dans le vaisseau, bah il doit attendre. Et donc Ahsoka, à un moment, Ahsoka elle arrive, il lui balance des mines, des vaisseaux, machin, elle se cache dans un astéroïde. Thrawn, son objectif, c'est de gagner du temps. Le temps de finir son chargement et de se barrer. Qu'est-ce que Thrawn y fait? Il va chercher Ahsoka. Donc il la déloge, ce qui oblige Ahsoka à se poser sur la planète, du coup elle se rapproche de lui. Mais Thrawn, t'es con quoi? Est-ce que t'es con? Voilà, ça va à l'encontre de son objectif. Ensuite, Sabine, elle arrive, elle dit je vais retrouver Ezra. Thrawn, il dit bah voilà, vous avez permis de me sauver, entre guillemets, parce que Sabine aurait pu péter la carte qui emmenait à Thrawn, elle l'a gardée pour aller vers Ezra. Et du coup, ça emmène aussi vers Thrawn. Donc il dit voilà, vous m'avez aidé même sans le vouloir, du coup, bah, je suis un homme de parole, j'ai dit que je vous tuerais pas, je vous aide, là. Donc il lui file une monture, donc c'est un loup nul. Et il dit voilà, Ezra Bridger, allez le chercher, je vous donne une monture, des vivres, et voilà. Donc ça fait 10 ans qu'il est sur la planète avec Ezra. 10 ans. Il a à sa disposition un Star Destroyer, le Chimera. Il a une légion de Stormtroopers, du coup. Il a des escadrilles de vaisseaux. Il a 3 matriarches sœurs de la nuit. Il est équipé. Il est équipé, hein. Donc en 10 ans, il n'a pas réussi à trouver Ezra. Sabine, elle arrive. Elle monte sur un loup. Elle sort du tombeau. Elle va tout droit. Elle tombe sur Ezra. En 2 heures. Il était en train de se balader avec des hommes cailloux. D'accord. Et bah c'est bien, c'est pas la deuxième fois que Thrawn est rabaissé. Super. Troisième point, ça va pas avec Thrawn. À un moment donné, t'as Ezra Sabine qui se tape contre des mercenaires et tout ça. Thrawn, il veut buter Sabine et Ezra. Ah, il a dit, bah je lui ai promis que je l'aiderais à le retrouver, je lui ai pas promis que j'essaierais pas de les tuer. Donc il dit envoyer deux vaisseaux, deux transports de troupes, comme ça pour avoir 2 commandos, tu vois. Bah non, c'est pas Thrawn. Thrawn, il sous-estime pas les Jedi. Normalement, Thrawn, il envoie tous ses troopers et tous ses vaisseaux, en fait, pour être sûr. C'est bon, il y a Ahsoka qui est en train de se taper avec Byron Skull. Allez, il peut garder 1 ou 2 vaisseaux et allez, un commando de Stormtrooper. Ok. Mais envoie tous les autres, frérot. Ne prends pas de risque. Voilà, 3e move, super intéressant. 4e move, quand il se dirige vers la tour, Sabine, Ezra, Ahsoka. Il fait déchaîner sur eux les feux de l'enfer. Voilà, il sort sa phrase de stylé. Et en gros, il fait bombarder les batteries de missiles vers le sol où ils sont. Pour pas qu'ils arrivent au sommet de la tour du tombeau des Sœurs de la Nuit, pour pas qu'ils arrivent dans le vaisseau, qui est collé au sommet. Bah, Thrawn. On va dire je pinaille, hein, mais au bout d'un moment, je suis désolé. Thrawn lui aussi, il pinaille. Thrawn, il pinaille dans les détails. Thrawn ne dit pas de tirer sur la plaine pour toucher 3 mecs sur des chevaux, enfin sur des loups. Tu dis à ton vaisseau, bah en fait, exploser le tombeau. Et c'est bon, t'as gagné, puisque Ahsoka, son vaisseau est détruit. Donc, bah c'est bon. Enfin, il est détruit, il est plus utilisable, il est endommagé. Elle l'a pas, là, sur elle. Bah t'as gagné, voilà, tu tires... tu bombardes H24 le tombeau. T'as gagné. Voilà, c'est débile, mais vraiment, c'est débile de ouf. Vraiment, la série... Putain, elle m'a super déçu de ouf. Elle est où? Elle est là. Point positif. La musique, très stylé. Le thème de la série, très stylé, du générique de fin, là, lourd. Et l'épisode 5 avec Anakin, voilà, je suis un Yankee, les éclairs, enfin les transitions quand Anakin, Vador... j'ai pété mon crâne. Sinon, voilà, la série, casse-toi. Point positif, ça, il faut que je le dise aussi, Ezra. Énorme point positif. L'acteur, c'est Ezra. L'acteur, c'est Ezra.
Et la personnalité vraiment très... C'est vraiment lui quand il est très bien retranscrit. L'acteur incarne de ouf le personnage. Franchement, excellent. Ezra, excellent. La musique, le thème de la série, excellent. Épisode 5, oui, je suis un Yankee, c'est du fanservice. Ça fait pas avancer l'intrigue, j'en ai rien à foutre. Je suis un Yankee. Et le visuel de Throne est stylé. Mais alors, putain, sinon, les actions du personnage, au secours. Au secours. Et Sabine qui devient une Jedi à la fin. Ah oui, il y a un autre truc par contre. Aïe, je me suis dit que... Un truc qui me saoule aussi, Bylan Skull à la fin, lui il part un peu en mode ermite, parce que son but c'était pas d'aller chercher Throne. C'est qu'en fait on voit à la fin sur Peridea, donc la planète où ils sont, qu'il y a le tombeau. On voit le père de Mortis avec le père, le fils, la fille, et on voit qu'il pointe un truc au fond, et ça va être le tombeau d'Abeloth. C'est sûr. Ça va être le tombeau d'Abeloth, donc voilà. Moi je me dis, il n'y a pas un méchant qui ne nique pas. Pour l'instant, Vador c'est le seul qui est à peu près épargné. Mais bon. Palpatine, ils l'ont niqué. Throne, moi je suis désolé, ils l'ont niqué. Abeloth, ils vont la niquer. Ils vont la niquer. Donc ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle. Donc voilà. Voilà pour Ahsoka. On est à combien? On est à 1h40. Waouh. Ouais, j'essaie d'accélérer un peu. Tales of the Empire. Donc c'est comme Tales of the Jedi, mais la version Empire. Donc là, au lieu de suivre des personnages lumineux, on suit les personnages obscurs. Donc là, il y a 3 épisodes, c'est sur Morgan Elsbeth. Et 3 épisodes sur Barry Sophie. Après l'épisode 3. Moi je le mets en mai. Je le mets en mai. Ouais, je suis un ouf, Force Awakens, je t'ai dit, tu vois là. Ouais. Ouais, je vais être comme ça. Parce qu'il n'y a pas de trucs qui m'ont fait me révulser comme ce que j'ai vu avec Sabine ou Tron par exemple. Mais c'est moins bien que Tales of the Jedi, parce que déjà c'est 2 persos dont on s'en tape un peu en fait. Morgan Elsbeth et Barry Sophie, on s'en fout, vraiment on s'en tape. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus, je l'ai regardé hier ou avant-hier, parce que je l'avais pas vu quand elle est sortie. Je me suis tapé les 6 épisodes. C'est très oubliable. Bon, l'animation est très bien faite, hein, c'est cool. Mais... Ouais, voilà. Voilà. Bouf. Bouf. Voilà, mais... Ah si, ouais, un truc nul. Barry Sophie, à la fin, elle redevient gentille, une Jedi. Elle devient ermite pendant 15 ans sur une planète à la con, et à la fin, elle meurt dans une grotte de manière nulle. Bon. The Acolyte. Voilà, Nick Taras. Nick Taras, mais je vais le mettre... Ça va être le premier des Nick Taras. Allez, je suis grand seigneur, je le mets en mauvais. Je suis grand seigneur. Non, je le mets en Nick Taras. C'est bon. Que dire? Au secours. Déjà, la série, elle fait 8 épisodes. Franchement... Oh, les longueurs de la série, elle pourrait vraiment en faire 4. Mais vraiment. Que dire? Je vais commencer par les points positifs tout de suite, comme ça c'est fait, je me libère. Mais avant ça... Petit coup de plate. Ouais, je vais te faire un gros bruit de glotte avec l'eau là. Je sais pas si vous l'avez entendu. Bref. Alors, point positif. La chorégraphie du combat entre Kimir et les Jedi dans l'épisode, je sais plus, 5 je crois. Bref, quand ils se tapent sur la forêt, où il y a... quand ils se tapent dans la forêt avec Kimir, de toute façon il n'y a pas 20 000 combats dans la série. La chorégraphie était cool. Là, le méchant, il était méchant. Il était impressionnant. Et il y a eu la résolution du combat, où il se fait kidnapper par 3 scarabées de merde, et fin du combat. Donc, au secours, la fin, mais vraiment pitié. Mais la chorégraphie du combat jusque-là, elle était cool. Bon, la révélation, waouh, le méchant c'est Kimir. Oh, on s'y attendait pas du tout. Les révélations sur, oh, en fait c'est des jumelles. Oh, on s'y attendait pas du tout. Point positif, donc la chorégraphie du combat. Les tenues des Jedi sont cool, voilà, la vibe de République elle est cool et tout. Mais alors, le reste... Oh là là. La série, elle commence. Combat entre la jumelle méchante, je sais plus son nom, May, et Trinity. Oh là là, au secours. Alors dans la série, je sais pas ce qui se passe,
La réalisatrice, la Leslie, je sais pas quoi, elle me casse les couilles, elle. J'ai pas compris le délire de vouloir à chaque combat mettre du kung-fu. C'est... Waouh, c'est trop. Ils ne font que ça. Donc le premier combat dans un bar avec Trinity, déjà la série, là je me suis dit, ah putain, ça commence bien. Hein. Donc elle se tape contre Trinity, maître Jedi qui est apparemment très puissante. On voit dans un épisode plus tard, effectivement elle est balèze. Bah elle meurt en 5 minutes. Alors qu'elle est, franchement, mais elle est 10 fois plus puissante que son opposante, la jumelle méchante là. Elle meurt d'une manière, vraiment, tu sais, c'est le scénarium. Il se passe dans une espèce de taverne. Et donc la méchante, elle a pas de sabre, elle se bat avec des kunai et elle fait du kung-fu. Donc en fait, elle arrive pas à niquer Trinity. Donc elle jette un kunai sur le barman. Trinity, elle arrête de regarder la méchante, stopper le kunai avec la force. Et du coup, la méchante, elle jette un kunai sur Trinity. Trinity meurt. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que Trinity, avec la puissance qu'elle a, elle pouvait pas juste stopper le kunai, elle pouvait pas... fallait qu'elle le voie, genre... sa force est basée sur le mouvement, tu vois. Donc, mort à la con. Ensuite, épisode d'après, Maître Torbin, mort à la con. Le mec se suicide, il se suicide. Et on a les flashbacks de ce qu'il avait fait sur Brandok. Mais pourquoi il se suicide? Putain, les Jedi depuis Disney, de toute façon, ce sont des guignols. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Il y a des fois, il y a des fulgurances, genre Kanan et tout ça. Mais putain, il y en a beaucoup, la plupart, ils font des moves de teubé. C'est pour montrer que les Jedi, ils peuvent avoir des défauts. Ah ouais? Ah, on n'était pas au courant dans la prélogie quand Yoda et Obi-Wan et Windu, ils discutent. Ouais, il y a beaucoup de Jedi qui voient leur affinité diminuer parce qu'ils deviennent arrogants, fainéants, machin. Après, il y a un autre perso, bon, il est pas très connu, c'est Anakin Skywalker. Quand il vrille, il se laisse emporter par ses émotions. Le mec, il cause la chute de l'ordre Jedi. Il génocide plein de gens. Bon, bah, oui, je pense qu'on peut dire que les Jedi peuvent avoir des défauts. On le savait. Oui, on le savait. Merci The Acolyte. Hein, super, on avait besoin de toi pour le découvrir. Donc voilà, Torbin qui se suicide parce qu'il a des remords, on sait pas pourquoi. Oui, parce qu'il se sent coupable d'avoir causé la perte du clan des jumelles, alors que le mec, il y est vraiment... S'il y en a un, vraiment, qui est pour rien, c'est lui. Hein. Bref, les jumelles. Oh, quel perso de con. Et en plus, c'était sûr que la méchante allait devenir gentille, la gentille méchante. Mais c'est téléphoné, c'est... Vraiment, c'est nul. C'est des révélations nulles. C'est catastrophique. À la fin de l'épisode 1, on n'a pas compris que le méchant, il est méchant. Faut qu'il allume son sabre contre la plage en faisant une phrase de méchant. Oui, on a compris, c'est le méchant. En fait, à la fin, pendant la série, il va se baigner, hop, il se met à poil pour parler avec Osha en disant non, mais tu comprends, je suis pas si méchant, joins-toi à moi. Oh, elle est crevée. L'épisode 3, oh, le premier flashback avec les sorcières là. Oh, oh là 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 là. Au secours. Au secours. Bon, je vois où la série veut partir avec... à la fin, on voit un caméo de Dark Plagueis qui est apparu comme un méchant de Scooby-Doo. C'est tapis dans l'ombre, comme ça, où tu vois juste un œil au loin. Il fait un regard de méchant. Bon, voilà. Au fin fond d'une grotte, un peu dans le noir. Vraiment, la première apparition nulle, quoi. D'un des plus grands sites. Ça me vénère. Ils ont de l'or entre les mains. Ils arrivent pas à faire des trucs bien. Ça me saoule. Et tous ceux qui aiment bien The Acolyte, tant mieux pour vous, vous devez kiffer votre vie. Tant mieux pour vous. Voilà, je peux rien dire d'autre. Mais alors, putain, le truc avec les sorcières, Plagueis, il a pas réussi à créer la vie, donc ce qu'on te dit dans l'épisode 3, après, donc t'as le série, je sais, le livre et légende, mais quand même, voilà. Jusque-là, on te disait Plagueis, il a pas réussi à créer la vie, il a pas réussi, il a échoué. Là, 100 ans plus tôt, il y a des sorcières à la con qui te font, en fait, créer un utilisateur de la force, c'est tranquille. Du coup, parce que c'est deux meufs ensemble,
Du coup, bah, elles peuvent pas avoir d'enfants normalement, naturellement. Du coup, bah, y en a une qui se dit, bah, je suis une sorcière, du coup j'ai des pouvoirs magiques, et bah je crée la vie. Voilà. Donc après, tu as les explications. Oui, mais il y a une vergence sur cette planète. Après, donc ça va sûrement être Plagueis qui est lié à ça. Ok, mais du coup, bah, ça contredit le 3. Ça me vénère parce que dans le 3, en fait, c'était un mensonge. Tu vois, c'était pour faire basculer Anakin. Bon, oui, on sait pas si c'est un mensonge ou vrai, mais c'est le principe de Palpatine de toujours te mentir, tu vois, de toujours te manipuler. Donc, on est tenté de dire que c'est un mensonge. Dans le livre Légende, il n'y arrive pas. Voilà, donc la sorcière elle fait bah on peut pas avoir d'enfants, bah je vais les créer les enfants, let's go, wouhou. Et voilà, elle crée les enfants et après t'as vraiment t'as la scène mais la plus cringisante de l'histoire de la cringerie. Le rituel des sorcières sur les jumelles là, power of one, power of two, power of many. Oh, oh, oh j'ai eu, je vous jure, des frissons de malaise. Des frissons de malaise, au secours. Maître... Alors, par contre, le truc qui me pète le plus les couilles dans la série, c'est toutes les pirouettes scénaristiques pour faire en sorte que le Conseil Jedi ne soit jamais au courant de ce qui se passe. Parce que le truc, c'est que le Conseil Jedi, jusqu'à l'épisode 1, il n'est pas censé être au courant que les Sith ont survécu. La série The Acolyte, elle commence, un maître Jedi se fait flinguer. Il y a des témoins. Il y a des témoins, notamment le barman. Ensuite, la petite enquête avec Maître Sol, donc tous ceux qui vont dire bah ouais, mais c'est parce que Sol et Vernestra, ils voulaient pas avertir le conseil parce qu'ils se sentaient coupables et du coup les Jedi ils ont des côtés négatifs. C'est une excuse à la con. C'est vraiment, c'est débile. Voilà. Ensuite, Maître Torbin se suicide quand l'autre elle lui donne le poison là. Elle s'infiltre dans un temple Jedi ou une caserne Jedi, je sais pas comment on dit. On l'a vu, on le sait, elle est là, Torbin l'a vu, voilà, machin. Il y a un putain de Jedi, il a ses jumelles braquées sur Kimir, on l'a perdu de vue, c'est nul, c'est nul, c'est nul. La meuf, elle s'infile dans une caserne ou une base de Jedi, c'est bon, c'est bon. Donc t'as 2 maîtres Jedi qui crèvent en 24 heures. Les deux, ils sont liés à un événement fâcheux sur Brendok. Enfin, les gens, ils savent pas exactement ce qui s'est passé, c'est une tragédie, machin. Il y avait 4 maîtres Jedi, enfin 4 Jedi. Et oui, 4 Jedi. Non. N'avertissons pas le conseil. À un moment donné, ils transfèrent au chat, donc la jumelle gentille qui devient méchante à la fin. Elle est arrêtée parce que bah, tout conduit à sa description. Vu que c'est des jumelles. Il la transfère dans un convoi, il n'y a aucun Jedi pour surveiller. T'imagines? Je sais pas si on se rend compte de la débilité du truc. Il y a un convoi de prisonniers où dedans il y a une utilisatrice de la force qui est soupçonnée d'avoir tué une maître Jedi en combat singulier. Il la transfère comme ça. Genre il n'y a même pas un Jedi pour l'escorter quoi. Normal. C'est vraiment... C'est débile. C'est vraiment débile. Kelnaka, on le voit 3 secondes et il crève hors écran. Sa mort est hors... n'est pas filmée. C'est incroyable, hein. Il fait un combat de 5 minutes dans le flashback version 2. Enfin, c'est nul. L'actrice qui joue les jumelles, franchement, moi je la trouve claquée au sol. Je l'insulte pas, voilà, c'est bon. Je trouve juste que son jeu est nul. Les gens, ils ont cassé les couilles sur Hayden Christensen dans la prélogie. Déjà, je sais pas pourquoi. J'ai kiffé. Je trouve qu'il joue bien. Il retranscrit les émotions. Il est crédible. Mais alors, je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, donc je vais pas dire le nom que je vais écorcher. Mais par contre, pour le coup, mais je la trouve, son personnage, mais il est nul. Enfin, ses personnages sont nullissimes. Bref, voilà. Kimir, il nique 9 Jedi d'affilée tout seul. Il fait du 1v9. Son combat est avorté parce qu'il se fait kidnapper par des Pokémon Shiny Papillusion, quoi. Mais au secours! Au secours! C'est un scandale. Vraiment un enfer absolu. C'est de la merde. Ils ont mis Ki-Adi-Mundi. On sait pas pourquoi.
Il est pas censé être là, il est même pas censé être né, il me semble. Les experts, corrigez-moi si je me trompe, mais qui a dit Mundi, j'ai des doutes. Et voilà, il n'y a jamais personne qui avertit le Conseil Jedi, alors qu'ils ont toutes les raisons de le faire, parce que même s'ils se sentent coupables de ce qui s'est passé sur Brandok, quand même, au bout d'un moment, au-delà des jumelles, t'as quand même Kimir, donc le mec qui se fait passer pour un Sith, même s'il y a les théories, oui, c'est un premier chevalier de Rennes, bon, voilà, c'est de la merde. Mais au bout d'un moment, quand il y a ce mec-là qui déglingue des Jedi, il y a que Saul qui survit, là, je crois qu'il est quand même temps d'avertir le Conseil. Et oh, comme par hasard, quand il veut avertir un Jedi, pas le Conseil, un Jedi. Oh merde, il n'y a plus de réseau. Ah merde, ils sont dans une zone blanche. Ah, c'est vraiment pas de bol. Et toutes les autres fois où il n'y a plus de problème de zone blanche, il les avertit pas. C'est quand même bien fait. Vraiment, quel sacré coup de bol. Tout ça pour finir par Vernestra qui dit bah en fait Saul était un enculé, c'était un renégat et bah en fait c'est tout, il s'est rien passé de négatif à part ça. C'était juste le fait d'un Jedi isolé. Donc en plus ils chient sur leurs collègues quoi. Pour protéger le fait qu'au bout d'un moment il y a eu 3 Jedi qui ont été témoins d'un théâtre où des gens sont morts quoi. Oh là là, oh là là, c'est nul, de la merde, voilà, de la merde. Point positif, je les ai dit, la chorégraphie du combat, la vibe haute république, et voilà. Combien de temps là 1h56. Wow. Au secours, bah, vous allez voir le temps quand vous allez être sur YouTube, je pensais pas que je ferais autant. Je ferai peut-être des vidéos, mais dans très longtemps, oula, vous attendez pas ça. Sur les épisodes 1 à 1 spécifiquement. Peut-être, faudra que je reprenne les récits Star Wars sur les comics. J'ai des épisodes d'écrits et tout ça, faut que je les tourne et que je fasse le montage. Mais voilà, donc à part ça, bah, regardez Star Wars, principalement les 6 premiers films, hein, vous avez le classement. Bah, n'hésitez pas à lâcher des commentaires pour dire vous, ce que vous aurez... quoi aurait été placé comment, voilà. Lâchez un petit like, abonnez-vous, et puis voilà. Et s'il vous plaît, on se respecte, on se tolère, on est bienveillant, c'est bon, c'est bon. Ne nous insultons pas. Si vous aimez The Acolyte, Star Wars Resistance, Rise of Skywalker et Boba Fett, franchement tant mieux pour vous. Vous devez kiffer votre vie parce que toutes les séries vous les kiffez. Ça doit être trop bien d'être dans votre cas. J'aurais kiffé être dans votre cas. Mais voilà. Voilà. Que la force soit avec vous. A plus tout le monde.